Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui on est en featuring avec l'une des plus grosses voix du rap français, l'une des voix que tu as déjà entendues, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou non. Je parle bien sûr de Doudou Masta. Comment vas-tu, Doudou? Ça va et toi? Ça va, voilà, c'est de cette voix-là que je vous parlais. L'une des plus grosses voix, il paraît. Ouais, c'est ça. Bon, je suis content de te recevoir ici. Tu vas nous parler de ton parcours parce que c'est ce qui nous intéresse. On aime les anecdotes, donc un maximum d'anecdotes. N'hésite pas, ne sois pas avare là-dedans. On commence par le commencement. Ici, c'est ta rencontre avec le hip-hop. Est-ce que tu t'en rappelles? Comment ça s'est fait? Ma rencontre avec le hip-hop. Ouais. Alors moi, je viens de Vitry à la base. Je suis un mec de Vitry, cité des combattants. Déjà le nom de la cité déjà. Rien que déjà, faut le porter. Voilà, faut le porter, tu vois. C'est comme si il est dans mes gènes, tu dois te battre, quoi, déjà, voilà. à la base. Et je dois avoir entre 12-13 ans. J'entends parler du hip-hop. En fait, j'ai un oncle qui fait des allers-retours entre le Mali, la France et Washington. Ok. Et c'est le petit frère de mon père. Et quand il revient d'un de ses voyages, en fait, il voit que nous, on est là à écouter du rap, à écouter Break Machine, tous ces trucs-là, Herbie Hancock, Sugar Gang et tous les premiers raps qui sortent, quoi. Genre Grandmaster Flash, enfin bref, tous les premiers qui sortent. Ok. On est à fond là-dessus et lui, il se dit, putain, je vais leur faire plaisir, je vais faire une cassette. À l'époque, c'est les cassettes vidéo, VHS. Je vais leur faire une cassette et je vais enregistrer les clips de MTV rap là-bas, quoi. Quand il est à Washington. Il enregistre. Il enregistre et il revient avec la cassette. Et là, on est... déjà, on a connu le hip-hop. On est en 83, 84. On connaît un petit peu, tu vois. Mais là, c'est vraiment le truc, quoi. Bam, on prend une grosse claque. Premier clip de NWA, Easy. Il sort sur scène. Il explose l'écran, le truc. Enfin bref, on regarde, on est comme des oufs. Entre ça, Curtis Blue, Grandmaster Flash, le premier clip, The Message, Run DMC. Et là, on commence à voir l'émergence du rap, quoi. Tous les clips qu'on entendait sur Radio 7 et tout, machin, là, on les voit. Et là, c'est parti, quoi. Bon, on était déjà, plus ou moins déjà un petit peu parti, en mode danse, mais là, on se dit qu'il y a un vrai truc qui arrive et que c'est notre truc à nous, quoi. Ok, donc, tu dis en mode danse. Vous commencez par la danse. Tu commences par la danse. Moi, je commence par la danse et j'intègre un groupe qui s'appelle les Atomic Breakers. À Vitry. Avec Sully B. Wax. Exactement, avec Sully B. Wax, avec RLMC. Et avec tout plein de mecs de Vitry qui break. Il y avait même DJ Sec qui faisait partie de Atomic Breaker déjà à l'époque, mais il était pas DJ. Donc t'es en train de nous dire que DJ Sec il a commencé aussi par la danse. Exact. Chaud. Il était avec nous. Et il était pas de Vitry, lui. Non, il n'était pas de Vitry. Je crois qu'il est rose, un truc comme ça, ou pas loin, avec Jeep Cool. Et il était avec un autre mec. Enfin bref. Et c'est avec eux qu'on commence à vraiment rentrer dans le game, quoi, parce qu'on rencontre les Actuelles Forces. Les Actuelles Forces, ils ont déjà un esprit d'entrepreneuriat, quoi. Ils ont un collectif, un gang, je sais pas, un groupe de danse qui vendent déjà à des théâtres et ils vendent des représentations, des spectacles, et nous on s'incruste avec eux. Donc du coup, on traîne un petit peu avec les Actuelles, on va s'entraîner à Saint-Denis dans leur salle et on fait des représentations dans les spectacles qu'ils nous proposent, dans des théâtres. Donc voilà. Et c'est par ce biais-là qu'on commence vraiment à intégrer le milieu de la scène et de l'entertainment, quoi. Ok, très bien. Et le rap, comment ça arrive? J'ai une anecdote de Sully B. Wax par rapport au mouvement authentique. Mais on va y venir, tu vas parler tout ça, mais Sully B, comme moi je lui dis, bon, comment tu viens au rap?
t'as fait partie de son histoire. Et il m'a raconté une histoire comme quoi il était à Vitry, il galérait, et un jour il voit JM courir, se faufiler, tac, il prend le bus, il monte dans un bus, il fuit. Et lui, il dit à JM, tu vas où? Il dit, non, je vais quelque part, je te dis pas. Il est parti. Il se dit, c'est bizarre. Il reste à Vitry, il galère, et il te voit toi, pareil, un peu agité, qui court, qui se faufile, qui va vers le bus. Et là, il te suit. Il dit, Doudou, tu vas où? Non, tu lui dis, je vais dans un truc, je peux pas te dire. Il dit, non, ça suffit. Dis-moi. Et là, tu lui dis, je vais à Châtillon, dans une salle qui s'appelle Le Chat. Ouais. Et là-bas, il y a plein de rappeurs, plein d'MC. Et là, il a dit, je te suis. Et c'est la première fois que s'est retrouvé à Châtillon, dans cette salle, et il y avait le mouvement authentique. Maintenant, moi, j'ai besoin de savoir, avant cette histoire, parce que le mouvement authentique, tu y vas pour une raison. Ouais. C'est à Châtillon, toi, t'es à Vitry. Comment t'es au courant de tout ça? Alors, moi, j'intègre le rap par rapport aux Atomiques, d'abord. Je suis avec les Atomiques. Je suis pas vraiment un danseur. Je suis là. Je suis avec eux. Ouais. Je suis là, en fait. Je suis là. Je suis dans le game et tout. Et à un moment donné, en fait, au départ, je suis un smurfeur. Ok. J'intègre les Atomiques en pseudo-smurfeur. Mais quand les spectacles commencent, j'ai envie de rapper, en fait. J'ai envie de rapper. Donc, je propose aux gens, moi, je peux faire un texte. Je peux faire un truc. Mais t'as déjà un texte? J'ai déjà un texte. J'ai déjà des textes. Mais comment ça? C'est moi, avant même que tu me racontes cette histoire de monter sur scène et de proposer de faire des textes, comment t'en arrives à écrire des textes? Moi, je suis un peu un rêveur, quoi. Je suis gamin chez moi, j'écoute, j'ai une grande sœur qui écoute grave du Bob Marley et qui nous explique les textes de Bob Marley et tout, qui nous met dedans, en fait, dans l'écriture, dans la possibilité d'écrire des trucs profonds. Et, moi, en fait, j'écoutais Bob sans comprendre ce qu'il disait, mais je ressentais un truc fort, quoi. Ouais. Donc, je lui demandais qu'elle m'explique tout et elle m'expliquait. Je trouvais les paroles trop fortes, quoi. Et je me suis dit, un jour, je vais écrire et j'aimerais bien écrire comme lui. Elle m'a dit, mais écris. Tu peux écrire, tu prends un stylo, un papier, t'écris des textes. Ah, je dis bon vas-y, je vais essayer. Le rap n'était même pas là encore. Tu vois, on parle de reggae là. Ouais, on parle de reggae. J'écris pas des chansons, mais j'écris ce que j'ai envie d'écrire avec une profondeur en fait, en essayant d'aller toucher ce que l'autre il m'apporte quoi en fait, en essayant de trouver des textes qui sont profonds quoi. T'es un auteur à ce moment-là. C'est pas du rap, ok? Je sais même pas ce que j'écris. Voilà, t'écris. Mais il y a des rimes ou pas? Ouais, il y a des rimes. Ouais, il y a des rimes parce que en fait, j'essaie d'écrire des chansons. C'est ça. Sans chanter. C'est ça. Tu vois, je veux dire. Et le rap arrive. Ok. Donc j'ai ces textes, putain, mortel et tout. Je vais peut-être pouvoir faire ce qu'ils font les Quinry, quoi. Ouais. Mais je suis pas sûr encore. Ok. Je suis pas sûr encore. Je suis un peu, je regarde ça de loin. Je me dis le faire en français, ça va être chelou, quoi. Alors je commence à essayer d'écrire en anglais. Donc je commence à rapper en anglais. J'essaye de rapper en anglais. Et c'est ma sœur, encore sous la motivation de ma sœur, qui me dit mais essaye d'écrire en anglais, ça t'apprendra à parler aussi anglais, ça t'apprendra à comprendre aussi les paroles que l'autre il dit si toi-même tu t'y mets quoi. Donc j'écris en anglais d'abord dans un premier temps. Et je rencontre JM. Ok. Et JM qui lui rappe déjà en français en fait. Ouais. Et moi je rappe avec un pote Pascal Grandbain et on est là en anglais tout ça machin et on voit JM lui il rappe en français. Je dis wow. Ouais. Ah, lourd! Oh, lourd! Ah ouais, lourd! Bah, si je vais essayer de rapper en français, moi aussi. C'est vrai que l'anglais, c'est galère. Je suis jeune, j'ai pas encore appris l'anglais. Ouais. Donc, je vais écrire en français. Et, sur Radio 7, j'entends Johnny Go et Dace Rodman. Ok. Toute cette clique, Johnny Go, Dace Rodman, Lionel D, Poupa Leslie, Pablo Master, Général Murphy, tout ça, machin. J'entends qu'ils chantent en français, ils font du dub, Je dis waouh, ouais. Alors là, je suis piqué surtout par Johnny Go et Dace Rodman en fait. Ouais. Ils ont un morceau qui s'appelle On le balance pour toi. Et là, je dis putain, mais c'est quoi ces mecs en fait? Ils ont réussi à faire parce qu'en plus c'est un petit peu calqué sur Run DMC. Totalement, ouais. Tu vois. Donc ils ont réussi à faire le morceau de Run DMC en français, ça bute. Et ça sonnait. Et ça sonne de ouf quoi. Donc je dis non. Si eux ils l'ont fait, moi je peux le faire. C'est mon truc, ça y est. Et de là, je propose aux Atomiques de faire du rap avec eux sur les spectacles, d'imposer un morceau de rap, de faire juste une partition ou un truc sur un moment, un break. Ok. Pendant qu'ils vont changer, tout, moi je fais un texte, tout ça, machin, et après ils reviennent. Et c'est comme ça que je commence. D'accord. Donc je commence à rapper, je suis là, et JM, je sais qu'il rappe, on s'échange un petit peu nos idées. D'ailleurs, et JM, pour la petite anecdote, le jour où il va à Radio Nova, je le vois, il dit rien, il y va.
Comme ce que raconte Sulubi. Vous courez, vous prenez le bus, Voilà. vous dites pas où vous Il allez. dit, on dit pas. Chacun garde ses plans, quoi. C'est tu vois. ça. Donc il va là-bas quand j'entends tout le monde, t'as entendu Edgy, il est passé à la radio, tout, c'est putain mortel, je te le bâtard. Tu l'as vu Oh partir. le bâtard, je l'ai vu partir, il m'a même pas dit, je le rattrape, je dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit ouais t'as vu, non mais moi j'avais rendez-vous là-bas, je pouvais pas ramener des gens, ils m'ont dit viens tout seul, tout ça, machin. Mais par contre j'ai parlé de toi Lionel D, je lui ai dit il y a un rappeur à Vitry, un petit malien, tout, il m'a dit viens avec lui la prochaine fois. Ok. Donc voilà, et là après la prochaine fois je vais à Radio Nova. Et en ce qui concerne le mouvement authentique, en fait, quand moi je commence à rapper à gauche à droite dans mes petits spectacles, trucs machin, je rencontre Stalgie. Ouais, les MIC. Des MIC, dans les soirées, là, les Zulu Party à Créteil, au truc, machin. Lui, déjà aussi, je vois qu'il rappe. Ok. Donc, En français, déjà. En français, déjà, ouais. Il est vachement plus âgé que moi, il a 5-6 ans de plus que moi, tu vois. Ok. Donc, il a une vraie écriture, un vrai truc, il fait déjà des sons avec une boîte à rythme. Tout. Ok. Je suis choqué. Je dis, putain, waouh, lui, il est loin. Il est avec un américain Poptronics. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, il est loin, le gars. Il y a un mec qui rappe en carré, il a une meuf qui rappe avec lui, Bilov. Comment il s'appelle? Cool D, un autre mec qui est avec lui, un grand métis, beau gosse. Enfin, bref, il a toute une structure qui est déjà, quand tu la regardes, tu dis, ah ouais. Ça tape, quoi. Ils sont carrés. Ils sont carrés déjà, tu vois. Et donc, moi, je rappe, je fais à chaque fois qu'il y a un micro à prendre dans une Zulu Party, j'essaye de le prendre, tout ça, et lui, il me voit, et il me dit, vas-y, viens avec nous, on est en train de monter un truc avec les mecs de Châtillon, tout ça, et c'est lui qui me dit de venir au chat. C'est lui qui me dit de venir au chat, tu vois. Et donc, moi, j'y vais, donc je m'entraîne, tu vois. Mais je le dis pas celui, il rappe pas à la base, c'est un danseur, tu vois, je veux dire, j'ai pas besoin de lui dire, en fait. Ok. Moi, je vais dans mon truc, tu vois. Et en plus, on me dit, viens tout seul, parce qu'en fait, tu vois, à chaque fois, ils ont peur que tu viennes avec 8 mecs, 10 mecs, et que tu puisses plus travailler, quoi. C'est clair. Donc moi, j'y vais, les premières fois, j'y vais tout seul, et après, je rencontre Joël, et j'emmène Joël, quoi. Ok. Tu vois. Mais, donc Joël à qui tu feras Timide et sans complexe. Exactement. Ok. Et Joël, il est Vitry aussi? Pas du tout, il est du 18e Clignancourt. En fait, Joël, je le rencontre à Radio Nova, en fait. Ok. Je le rencontre je dois avoir 14 piges, donc en 85, je le rencontre. Non. Alors, je le rencontre pas en 95. Parce qu'à 14 piges, c'est mon premier passage à la radio. Ok. Je fais T'es fou, mec, un morceau comme ça avec T'es Lionel fou, D. mec. T'es fou. Voilà, exactement. Repars du bon pied et repars bien debout. Oh, bien joué, Attends, on était là, on écoutait. Oh, putain, lourd. Et je fais ça. Et tu étais le maître précis. Exact. Tu n'étais pas doudou. J'étais pas doudou. Oh, putain, il est bon, lui, hein. T'es super bon. On a la mémoire. J'avais fait un autre morceau qui s'appelait Cette histoire que je vais te raconter, c'est passé un jour, j'allais au marché. Enfin, bref, un truc très d'époque, quoi, tu vois. Et de là, les gens, ils se sont dit, c'est qui ce type, quoi, tu vois? C'est qui ce type? J'étais le plus jeune rappeur à l'époque. Le T'es fou, mec. Ouais. Il avait fait le tour de toute la région parisienne, vraiment. Mais vraiment, ouais. C'est mon premier succès d'estime, en fait. Ouais. Moi, je me rappelle, je le fais, j'ai 14 piges, je prends le métro, je sais pas pourquoi, je vais à Paris au Trocadéro, un truc comme ça, je reviens du Troca, parce que j'allais souvent au Trocadéro rejoindre rue de Lyon, qui était des requins et qui dansait là-bas sur l'esplanade. Donc j'y vais, en retour de ça, tu vois, je suis dans le RER, parce que de Vitry au Trocadéro, c'est direct. Ok. C'est Champ de Mars. Donc je suis là, je fais mon chemin et j'entends des mecs de mon âge, en fait. Ouais. Putain, t'as écouté hier Radio Nova, tout ça, putain, y a un mec, il a fait un truc, ou il y a une semaine, putain, y a un mec, il a fait un truc, attends, je te le fais, attends, t'es fou, mec, je regarde, putain, c'est Wham. Et le truc, c'est que c'est pas comme aujourd'hui, Planète Rap, tout est filmé, donc on voit ta tête. C'est qu'on connaît pas ta tête. On connaît pas ma tête, frère, personne sait que c'est Wham. Voilà, t'es à côté des mecs. Je suis à côté des mecs. Ils savent pas que c'est moi. C'est beau. Et ils chantent le queutru, moi je les regarde, je dis putain, c'est Wham. Ils sont en train de chanter. Je rentre chez moi, je le dis à mon grand frère, paix à son âme, il fait plus partie de nous maintenant. Je lui dis putain, ils ont chanté mon rap dans le truc, les mecs ils ont écouté, ils ont chanté. Il me dit mais ça veut dire que c'est bon, continue, ça veut dire que t'es un bon, vas-y continue. Et là je me dis il a pas tort en fait. Si mon premier texte, les mecs les chantent comme si c'est une chanson, un vrai titre, vas-y je vais continuer quoi. Et c'est là que vraiment j'ai pris confiance quoi entre guillemets, ou à me dire que putain j'ai un truc quoi. Et il y a un moment dans cette période Radio Nova où tu n'es plus le maître précis, tu es Doudou. Ouais. Mais t'es avec Joël. Ouais. Et c'est Joël et Doudou, Doudou et Joël tout le temps. Donc déjà, j'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec Joël et comment vous devenez un groupe, en fait. Est-ce que vous allez devenir Timide et sans complexe? Exact, ouais. L'histoire avec Joël, c'est qu'en fait, moi, je le rencontre à Radio Nova. D'abord, je vais à... En fait,
je l'entends d'abord à Radio Nova. J'entends quand il fait le petit chaperon rouge. Ouais. Joël, c'était un roi de storytelling. Mais c'était un truc. Il avait des de ouf. histoires Il avait toujours des incroyables. histoires, frère, tu sais, t'écoutais, tu pétais un câble. Ouais. Donc il fait ce fameux rap qui a un succès comme le mien en fait, voire ça peut-être tournait. pire encore, tu vois. Ouais. Et donc quand moi je vais à Radio Nova une énième fois, genre 1 an ou 2 ans après, je tombe sur lui. Putain, et je dis c'est toi qui as fait le petit chaperon rouge tout, nanana. Ouais, il me dit ouais c'est moi tout. Et moi je lui dis, il me dit mais c'est toi qui as fait, t'es fou mec, t'es fou. Ouais c'est moi. Et donc là du coup on se lie d'amitié. En tout cas on respecte nos arts respectifs quoi, tu vois. Et de Radio Nova on sort, on va se balader, on commence à sortir, on va en boîte. Moi j'ai 16 ans à cette époque-là. J'ai 16 ans, Joël il en a 19. Donc lui il est super extraverti, il connaît tout le monde, il sort partout. Il est déjà l'égérie de pas Gauthier mais un autre truc, Marité, François Gervaux. Voilà, il est l'égérie de ça. Il a joué dans un film Hors la loi. Il est vraiment dans le game quoi. Ça veut dire, il va partout, il sort dans tous les trucs, il va dans toutes les boîtes, tout le monde le connaît. Et donc lui, il me dit, viens, on va à tel endroit, on va chez Roger, on va au Bataclan, on va truc. C'est lui qui me fait sortir un peu partout. Et moi, de là, je lui dis, bah viens, on va au Chat. On n'est pas un groupe, on n'a rien du tout, on est juste deux potes, bien. Voilà, qui s'entendent bien, qui galérons un peu ensemble. On se donne rendez-vous à chaque fois en fait. On s'appelle, tu fais quoi? On s'aime bien en fait. Donc du coup, on se rencontre et on se lâche presque plus instinctivement quoi. On s'appelle souvent, on se voit, on se donne rendez-vous pour les soirées, pour les Zulu Party. Quand je suis au courant d'un truc, je le tiens au courant. Quand il est au courant d'un truc, il me tient au courant. Et on se connecte comme ça. Donc on va au mouvement authentique ensemble, et au mouvement authentique, il voit que j'ai des affinités avec Stalji, tout ça, et Stalji, il veut me faire rentrer dans son groupe. Donc moi je dis ouais, je veux bien, mais je rentre pas tout seul, je suis avec mon pote, on rentre à 2 quoi. Il me dit ok, donc on rentre dans le groupe de Stalji, on devient des MIC. On s'entraîne au Chat, on fait des morceaux avec eux, on fait un vrai truc, un vrai concept avec eux, et on prépare en fait un concert qui est à l'Élysée-Montmartre, qui est l'un des premiers concerts de rap hip-hop avec Nec Plus Ultra. Il y a NTM, non? Non, il n'y a pas encore NTM. Ils sont même pas là encore, NTM. Il y a Nec Plus Ultra, Iron et Shoes, Fat qui fait du big box. Lord Salim qui fait du big box avec je sais plus qui, avec un autre mec. Il y a New Generation MC, il y a MIC. Je suis pas sûr qu'il y ait Assassin. Si, il y a Squat, peut-être. Squat. Mais je suis pas sûr qu'il c'est encore Assassin. Je suis pas sûr encore. Mais, je crois même pas qu'ils sont là encore. Je crois même pas qu'ils sont là. En tout cas, il y a Iron et Shoes, Nec Plus Ultra, Fat, MIC, New Generation MC et nous, quoi. Nous qui font partie du MIC et plein d'autres groupes, je me rappelle plus vraiment. Et, c'est IZ-B qui organise ça. Et moi, ce concert-là, en fait, on se prend la tête avec les MIC, avec Stalji. Parce que, l'organisation, elle est tellement pourrite qu'on doit faire 5 morceaux et au final, ils disent vous en faites 3 ou 2, un truc comme ça. Donc nos morceaux à Joël et moi sont basés. Ils ont sauté. On rappe plus, on est frustré, on est vénère. Première grosse prestation, on la fait pas. Et on est mis sur le côté, quoi. Donc du coup, on est tellement frustré qu'on dit bon bah c'est fini, ça nous arrivera plus ça. Parce qu'on va sortir de ce groupe, on va en créer un et comme ça, ce sera nos morceaux maintenant. Et c'est de là qu'on crée Timide et sans complexe. On le crée par rapport à nos 2 personnalités en fait. Moi à l'époque, je suis un mec de Vitry quoi. Je parle pas, je suis très introverti. J'ai une mentalité de mec de banlieue quoi en fait, tu vois. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de je suis un peu dans mon coin, regard un peu noir et Joël c'est tout le contraire. Donc du coup, on se base sur nos 2 traits de caractère pour définir le nom du groupe. C'était une série aussi. C'était une série télé, aussi, exactement. Je voyais ça à la télé à l'époque. Où justement les 2 caractères sont un peu comme ça. C'est ça. Tu vois, donc le Goldblum là, il est grand, il est timide, machin, et l'autre, non, il est tout plein de il est tout fou, voilà, il est tout fou, tout dingue, machin. Et ben, on s'est basé sur ces 2 trucs-là pour dire bon, et surtout à l'époque. Tout le monde s'appelait The New Force, The truc machin, The machin. Très américain. Tu sais, tout le monde était en mode quinri, quoi, tu vois. On a dit, vas-y, viens, on donne pas un nom américain. Et nous, on est, si ce n'est le premier groupe à s'être nommé avec un nom français, quoi, tu vois. Avec des consonances françaises, quoi, tu vois. Le premier groupe où t'as pas besoin d'aller chercher The truc machin, où c'est, timide et sans complexe. Voilà, on comprend direct. Les gens, waouh! Ah, lourd le nom, lourd. Et voilà, on est parti là-dessus et très bien. Et donc vous revenez sur Radio Nova. Exact. Là cette fois-ci en tant que Timide et sans complexe. Exact. Tous les 2 et vous brûlez tous les mecs. Et bah ouais, parce que on a de l'expérience, on est déjà venu, la radio nous fait moins peur et on a préparé le truc en fait.
On l'a préparé. On sait que lui, il va faire tel morceau, moi, je vais faire tel morceau, truc, machin. On a répété. On a été à je sais plus quel studio pour répéter, pour se mettre bien. On sait quelle musique on veut. Or que d'habitude, on allait à Nova, le mec, il lance un son. Dynasty, balance ce qu'il veut. Il balance ce qu'il veut. T'es obligé d'un machin. Ouais. Là, on dit non. Là, on veut tel son, tel son, tel son, tel son. Vous avez vraiment préparé. Voilà, on a préparé un queutru parce qu'on veut L'émission que de ça radio. marche cette fois-ci. On veut pas que ce soit du hasard, en fait. Ouais. On veut pas que ce soit un coup du hasard. On veut que ce soit programmé et que ça marche. Ok. Et que ça le fasse. On a déjà des trucs, on sait ce qu'on veut, on met nos sons. Donc on commence, laisse tomber la haine qui coule dans ton cœur. Waouh, même eux, ils nous regardent. Waouh, ils sont chauds. Non, moi, c'est quand t'as fait je suis chaud. Et Ouais, sans panique, ouais. jusqu'à Kingston. J'ai imposé mon nom. Ça, c'était trop. Ça, c'était trop. Et ce qui est ouf, c'est qu'on doit être en 1988. Ouais. Mais t'avais déjà cette voix. Ouais, alors un peu moins. Parce que quand je réécoute les trucs. T'as une grosse voix quand même. Alors peut-être, là, je commence à avoir la grosse voix quand je suis avec Joël, mais les premiers passages de T'es fou, là, tout ça, là, j'ai une autre voix, là j'ai une voix de merde, une voix de gamin. J'étais jeune. Mais quand tu reviens avec Joël, non, t'as déjà la voix. Ouais, mais je cherche, en fait. Je cherche à avoir cette voix, en fait. Moi, je suis fan de Rakim. C'est Rakim qui m'impose son style, en fait. Ouais. Je suis vraiment fan de lui. J'aime sa voix, j'aime sa prestance. Ouais. C'est le premier Renoir que je vois qui me ressemble et qui passe à la télé aux heures de pointe, quoi. Ouais. Tu vois, aux grosses heures, quoi. Son clip, il passe. C'était dans le top 50, ça. Les gens, ils oublient ça. C'était premier dans le top 50. C'était dans le top 50. Moi, je l'ai découvert là. Et attends, il a pris, il est resté je sais pas combien de premiers au top 50 pendant je sais pas combien de temps. Il a vendu plus de 10 millions en 88. Je veux dire, un truc inédit, quoi. Il a fait rentrer le rap dans toutes les soirées, dans toutes les boîtes, vraiment, c'est le mec, il a ouvert les portes du rap. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Dieu là-bas. On l'appelle God, Rakim Allah. Ouais, Rakim Allah, ouais. Ouais, c'est ouf. Très bien. Donc, après cette période Radio Nova, il commence à avoir, entre guillemets, le rap business, l'industrie du disque, qui commence à ouvrir un petit peu les portes au rap. Et il y a les premières signatures, mais il y a surtout Rap Attitude. Et Rap Attitude, je me rappelle que c'est quand même le résultat de ceux qui avaient cartonné sur Radio Nova, qui se retrouvaient sur cette compilation. Et il y a quelques absents, et vous faites partie de ces absents. Ouais, c'est bien de le remarquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous vous retrouvez pas sur Rap Attitude? Alors, la petite histoire avec Rap Attitude, c'est qu'on fait tous les concerts. Moi, je connais Benny, c'est même l'idée, il l'a dit avec nous, en fait. On parle de ça avec lui dès le départ. Ouais. Dès le départ. Il est avec nous et c'est avec nous même qu'il veut ouvrir le bal de ça, tu vois. D'ailleurs, on fait tous les concerts. On fait Chapiteau de Fratellini, on fait Mouton du Vernet, tous les concerts dus à Rap Attitude pour faire la promo de Rap Attitude avant même que ça existe. Vous êtes dedans. On est dedans et on tue. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un concert, tout le monde est unanime, c'est nous qui tuons tout. On est avec Max Lore et Marilyn, Black Blamber, 2-3 danseurs de Black Blamber, on a un show à couper au couteau, tout est programmé, on a un DJ cut killer de temps en temps et on est organisé, quoi. On est organisé, on est lourd, quoi. On a des petits morceaux programmés, tout. À l'époque, je me rappelle, on faisait un morceau détective, laisse tomber la haine, machin. On travaille sur le 5 claviers. 5 claviers, il y en a 5 dans le monde. Michael Jackson, il travaille dessus, quoi. Tu vois, je veux dire. Vraiment, on a des trucs. Aujourd'hui, j'en parle. Je savais même pas que j'étais à ce niveau-là déjà, à cet âge-là, quoi. Tu vois. Donc on fait tout ça, les gens ils sont unanimes sur nous. Un jour on fait un concert au Chapiteau de Fratellini pour justement Rap Attitude et il y a Africa Bambaataa dans le public. Il y a NTM, il y a Assassin, il y a tout le monde. Il y a Tonton David, il y a tout le monde. On fait le concert, on brûle tout. Mais on nique tout le monde. Mais vraiment, hein, les Little, il y a tout, et on nique tout le monde. Africa Bambaataa, il part au State. Il dit, il y a un groupe à Paris, timide et sans complexe, lourd. Lucien, il revient de là-bas. Papa Lu, il revient il connaît bien Joël et il dit à Joël, putain, et c'est vous, timide et sans complexe, on m'a dit, Joël il dit, ouais, putain, Africa Bambaataa, il m'a parlé de vous. Mais non. Je te jure, au State, il m'a parlé de vous. Il m'a dit, il y a un groupe français là, timide et sans complexe, c'est eux qui tuent, ils vont tout niquer. Donc on est vraiment en haut de l'affiche à ce moment-là, tu vois. Sauf qu'on a déjà un producteur, on est déjà signé. On est en 89, 88, on est déjà signé. On a déjà un studio qui nous signe, c'est Mixit. Et qui a déjà nos contrats, quoi, en fait. Donc quand on vient avec les contrats de Rap Attitude et qu'on les donne à Mixit, lui, il en veut pas. Il dit non, c'est une carotte, vous signez pas ça. Et de là, on signe pas, on fait pas partie de la compile.
Et cette compile sort, on lui en veut, on est vénère et on se barre de chez lui. On coupe notre contrat pour aller se barrer voir un autre mec, c'était Marc Goulès à l'époque, Ouais. qui lui nous refait un autre contrat de merde, encore plus carotte que celui de Charles. Ok. Et il nous faut 2 ans pour en sortir, quoi, en fait. Ah, merde. Donc on perd entre 3 et 4 ans. Ok. Alors que c'est une période où il commence à se passer des choses. Il y a des Exactement. NTM, Assassin, Exact. ils signent de leur côté, Exact. JM, ils signent de l'autre côté, Ministère Amer, ils signent de Tout le monde l'autre côté, signe. voilà. Tout le monde signe. Et vous, en fait, vous êtes bloqués à ce moment-là. Exact. Ok, déjà là, tu m'éclaires, parce que moi, en vérité, de là où je suis, je me dis, il y a un problème avec Timide et Sans Complexe, déjà dans leur coin. Déjà, je trouve, vous n'êtes pas dans Rap Attitude, je me dis, c'est bizarre. Après, il y a l'album de Salia qui va arriver, Ouais. et il y a un morceau qui s'appelle le M.A. Possi, Mouvement Authentique, et il y a tout le monde sauf vous dessus. Ouais, c'est vrai. Et là aussi, je me dis, mais ils sont bizarres. Ils sont pas sur Rap Attitude. Ils sont pas sur le morceau de Mouvement Authentique sur l'album de Salia. Qu'est-ce qui se passe? Bah, à l'époque de ce morceau-là, Joël, il est en prison. Ah. Donc j'ai pas envie d'y aller tout seul. Mhm. Joël, très tôt, il nous fait des galères et il part en prison, en fait. Ok. Donc il y a des périodes où il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, où moi, je me retrouve tout seul, en fait. Très tôt. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. On était des vrais mecs de la rue. Ça veut pas dire que les autres ne sont pas des vrais mecs de la rue, hein. Ça veut dire que nous, on avait vraiment une vraie problématique par rapport à ça, quoi. En fait. Ok. Une vraie problématique dans le sens où Joël, il avait pas eu une enfance facile, pas eu un cadrage réel Ok. de ses parents. Mhm. Donc du coup, très très vite livré à lui-même, très très vite obligé de se débrouiller tout seul, très très vite à la rue, en fait. Ouais. Donc de là, bah, la débrouille, quoi. La débrouille, pas toujours facile, pas toujours dans l'honnêteté. Et donc du coup, tu en subis les conséquences, quoi. Ok. Et tout ça, ça vous amène jusqu'au premier album de Timide et Sans Complexe, sur lequel il n'y a pas Joël, du coup. Encore en Il est en prison. prison en ce moment-là. Et voilà. Et moi, je me souviens vous avoir connu sur Radio Nova, Ouais. avec un Joël qui était très important, comme Ouais. disait ses histoires et tout. Et là, je vois Timide et Sans Complexe, ça sort. C'est plus du tout pareil. C'est pas les mêmes gens. ouais. Il y a Sky Pareil, ouais. qui arrive. Et tu vas nous expliquer comment, d'où la rencontre et tout. Parce que moi, à ce moment-là, il arrive. La première fois que j'entends Sky, en fait, c'est sur l'album de Original MC. Ouais. Il Main y a dans un la main. freestyle, Ouais. voilà, main dans la main. Et tu rappes dessus. Et il y a Sky qui rappe dessus aussi. Et là, je me dis, c'est qui lui? Puis il a avec une voix caverneuse, tout ça. Je me dis, oh merde, c'est qui lui? ils l'ont sorti d'où, Et celui-là? voilà, et j'entends que c'est un Timide Sans Complexe. Mais c'était pas Joël, normalement. Et, voilà. Et ça fait que c'est un peu le fouillis dans ma tête. Ouais. Et là, tu m'éclaires. Donc, Joël est en prison. Donc, vous faites le premier album. Et donc, c'est toi et Sky. Exact. Ok. Alors pourquoi c'est moi et Sky? Parce que le moment où on signe, Joël, il doit être avec nous, en fait. Quand on signe pour le premier album, Ok. et il fait une connerie sur le chemin de la signature, en fait. Mais vraiment, le sur jour même. le jour même, on s'appelle, tout, vas-y, rendez-vous à tel endroit pour signer. Ok. Et il fait une connerie, je sais pas ce qu'il fait, et il se retrouve comico et prison. Dingue. Ah ouais, c'est fou, ça. Moi, en fait, à cette période-là, on avait dit, on s'était mis d'accord, Joël et moi, de ramener un mec chacun, en plus. Ok. Pourquoi? Parce que à l'époque, tout le monde est plein de groupes, ils sont pleins. Ouais. Ils sont tous Ouais, pleins. ouais, Ils sont tous 4 minimum. ouais, c'est vrai. Tu vois, et nous, on est 2. Ouais. Donc on se sent un peu faible, quoi. Ouais, Quand ouais. ils arrivent tous en équipe, nous, on est toujours que 2. Ouais, je vois. On se sent un peu petit, quoi, tu vois. Donc du coup, on dit, vas-y, ramène un gars, toi, moi, je ramène un gars à moi. Ok. Tu vois, et lui, il ramène un mec qui s'appelle Chris, et Mhm. moi, je ramène Doc Sky, en fait. Ok. D'accord? Quand on les ramène, on fait 2-3 répètes ensemble, on commence à monter ce groupe Timide et Sans Complexe à 4. Mhm. Sauf que, voilà, je te dis, le jour de la signature, l'autre, il se fait péter. Mhm. Donc moi, je dis, vas-y, je m'en fous, je signe quand même, quoi, tu vois. Ouais. Je signe quand même, Sky. Vas-y, signe, t'es avec moi. Mhm. Chris, il me dit, mais moi, je signe. Je dis, bah, t'as vu, attends que Joël y revienne, on attend que Joël y revienne et on verra avec Joël, quoi. Joël, Ok. tu vois, Mhm. on n'a pas encore beaucoup d'affinités. Moi, j'ai plus d'affinité avec Sky. Il est de Vitry, Sky? Il est de Vitry, Ok. ouais. Donc, du coup, moi, j'ai pas envie d'arrêter, quoi. J'ai pas envie Ouais. de me faire freiner encore une fois, quoi, en Ah, fait, ouais. tu vois. J'en ai un peu marre. Ça fait 4 ans que j'attends que cet album y sorte. Ouais. Tu vois, je veux dire, je dis non, vas-y. Ah ouais, vas-y, c'est pas grave. On continue tous les deux, on fait l'album. Et Mhm. en fait, cet album, pourquoi il est si vénère et si hardcore et trucs Mhm. machin? Parce que je suis vénère en vrai. Ok.
Parce que c'est pas pas plus le timide, doudou voilà. de Radio Nova. C'est plus le timide et sans complexe de Radio Nova, quoi. Tu vois, c'est plus le gentil garçon qui a envie de faire du rap, qui a envie de faire des trucs un petit peu joyeux. Je suis énervé. Ok, je comprends. Je suis mieux. énervé. On m'a empêché de sortir mon premier album. Quand je vais pour sortir le deuxième, l'autre il tombe. Vas-y. C'est quoi ma vie, quoi, en fait, tu vois. Donc là, je suis énervé. En plus, mon grand frère aussi tombe. Ok. Et en prison. Donc vraiment, c'est la totale, quoi, tu vois. Ok. Et il faut que je choisisse entre Joël et mon frère pour le permis de visite. C'est un peu, tu vois, je suis vraiment dans un truc où je suis dans le noir, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, pour revenir un peu sur ce premier album, moi je le découvre, c'est Dynasty, qui a une émission sur Radio Nova. C'est pas l'émission avec Lionel Di, là, c'est une émission de lui en tant que DJ et tout. Et il passe des morceaux de ce premier album. Et j'entends le morceau. Il y a un morceau bass. Ouais, Bass in Your Face. Ouais, voilà, ça c'était incroyable. Et j'entends surtout le morceau avec Road Lion. Ragamuffin Business. Voilà. Ouais. Qui a dit que le Ragamuffin était dans le mauvais business. Je deviens fou. Surtout moi, je découvre Road Lion comme ça en fait. Ouais, d'accord. Moi, je l'avais jamais entendu de ma vie. Je connaissais même pas son existence à ce moment-là. Je me dis putain, c'est qui lui? Il est fort. Tu vois, il est fort. Et c'est pour ça. De toute façon, on reparlera de Road Lion après, mais c'est pour ça. On entend plein d'histoires de Road Lion qui sont souvent pas liées à la musique. Ouais. Mais moi, je découvre ce mec-là en tant que musicien, en fait. Tu vois ce que je veux Au dire? départ, moi, Kemar, Road Lion, c'est un super musicien. Moi, je suis à Vitry, je suis très très jeune, je suis le pote de son petit frère. Au départ, c'est pas mon pote, en fait. Au départ, moi, c'est un grand, il me tire dessus avec des fusils à plomb. Je suis super énervé contre lui. Je lui dis, moi, quand je vais grandir, je vais te rentrer dedans. Je te jure, quand je serai plus grand, je vais me taper avec toi, je vais te taper, quoi, tu vois. Je suis le seul petit qui lui a dit ça, et il dit, putain, t'es le seul petit qui me regarde dans les yeux vénère comme ça, qui me dit un truc comme ça. Vas-y, je te taperai plus jamais. Je te ferai plus jamais rien. T'es mon gars, toi. T'es mon gars. Et tu fais quoi? Et je lui dis, ouais, moi, je rappe, tout ça, mais t'inquiète pas, quand je ferai mon album, je t'appellerai. Et lui, il rigole. Il se dit, mais quel album, toi? Quoi tu parles? On est en 88, tu vois, 85. Y a pas d'album. Y a pas d'album, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, t'inquiète pas, moi je vais faire un album. S'il y en a pas, je serai le premier à le faire, tu vois. J'étais tellement dans mon truc. Et puis lui il tombe, il fait ses trucs avec les requins, il tombe en prison, il sort, truc, aller-retour, truc, machin. Et quand on arrive en 92, moi j'ai mon album qui est en train de se travailler, il sort de prison et moi je lui dis, vas-y, viens, on va faire un morceau. Et on fait ce morceau, Ragamuffin Business. Super chaud le morceau. Ouais, mortel. Il y avait Putain de planète. Ouais, aussi, c'était le morceau principal, on va dire, complètement. de l'album. Dynasty qui a bossé dessus. Ouais, c'est Dynasty qui fait le remix, en fait. Voilà. Et qui fait le morceau, même. Qui fait le morceau. Et Jimmy J le remix. Et Jimmy J le remix, exactement, ouais. Ouais. Non, c'était chaud. Mais vraiment, là, vous avez basculé en hardcore entre Radio Nova et cet album. Ouais. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai aimé l'album et je me suis habitué. Et pour suivre un peu la chronologie, plus tard, vous allez sortir un EP. Ouais. Il s'appelle Le Feu dans le ghetto. Ouh, celui-là, il fait mal. Alors, petite parenthèse sur le premier album de Timide et sans complexe, Putain de planète se retrouve sur un film, sur Métis. Oui, sur le film de Mathieu Kassovitz. Exactement. Donc, déjà, rien que ça, nous, on est super surpris, on est super contents. C'est une réussite pour nous. Bien sûr. Parce qu'on se dit, putain, ah ouais, quand même, il a pris notre morceau en ouverture de son film, il le met dans son poste radio, là, boum! Putain de planète, waouh! Et surtout qu'on est dans le début des années 90, il y a pas ça. Il y a pas ça. On est les premiers. Tu te retrouves pas dans un film. Tu vois, je veux dans dire. le début des années 90 quand tu rappes. Exactement. Donc, et nous, on est donc les premiers là-dessus. Ouais. Sur ce coup-là, on est pratiquement les premiers. Mhm. Donc, je suis très très fier de ça par rapport à ça. C'était important de le préciser. Voilà. Mais quand Le Feu dans le ghetto arrive, là, c'est trop. Ça veut dire, vous avez réussi à faire plus hardcore que le premier album. Ouais, j'étais comme un ouf. Sur le morceau, même Le Feu dans le ghetto. C'était la folie. Mais tu peux parler un peu de quel état d'esprit vous étiez quand vous faisiez ce projet-là? Tu m'as dit, sur le premier album, t'étais énervé par rapport à tout ce qui se passait dans ta vie et tout. Mais sur ce projet que je trouve encore plus hardcore. En fait, il n'est pas tellement plus hardcore que ça, en fait. Dans l'absolu, il y a qu'un morceau qui est super hardcore. C'est Le Feu dans le ghetto. Après, il y a Place au nouveau héros. Ouais, mais Place au nouveau héros, le texte, quand même. Le texte est hardcore, mais la musique, t'as vu la musique? Vous criez moins, la musique est plus cool, mais elle est même jazzy. Ouais. Mais ce que vous dites. Ouais, c'est hardcore. C'est hardcore. Non, il n'y a pas de souci, Mais, là, on prend goût à ça, en fait. Ouais. On prend goût à ça, on prend goût aux guitares. Et moi, j'ai un truc, c'est qu'à Vitry, moi, quand dans ma cité, en fait, c'est pas rap. Ouais. Les gens, ils sont pas rap, ils sont pas funk, machin. Ils sont plus rock. Je rencontre des gens. C'était la musique de rebelles d'époque aussi. Ouais. Vous êtes la première génération de rappeurs de Vitry, en vrai. Ouais, complètement. Donc, avant vous, il y a pas de rap. Si, il y a Lionel D quand même. Ouais, Lionel D, bien sûr. Ouais. Mais
c'est pas une génération, il est tout seul. Ou alors c'est une génération à lui tout seul. Non, voilà, tu vois ce que je veux dire? je vois tout à Mais fait. ce que je veux dire, c'est que c'est pas genre tes grands, ils écoutaient du rap. Non, du tout pas. Ouais. C'était du rock, Ouais. funk, reggae. Exact. Voilà. Ouais. Donc le rock, c'était important. C'était grave important. Et moi, dans ma cité, en fait, il y avait un pôle du rock. En fait, il y avait un groupe de rock qui s'appelait les Dealers. Et moi, c'était mes potes, en fait. C'est eux qui m'ont ramené les premiers en studio, en fait. Quand j'ai commencé à rapper dans mes cages d'escalier, ils m'ont dit, putain, tu rappes, viens avec nous au studio. Tu vas essayer de te poser sur les guitares, sur les trucs. Putain, ça va être fort. Oui, mais justement, ça va te faire travailler tout, ta voix, ton coffre, ton C'est truc, tu bien vois. ça. Donc j'y vais et en même temps ils me font écouter des disques, Backbrain, un truc comme ça là, des groupes hardcore avec des locks, des mecs qui ont des locks, des Renois, ouais c'est Bad Brain, un truc comme ça, Backbrain ou je sais pas quoi le groupe. Okay. Et je me dis putain il y a des Renois ils font des trucs comme ça. Des Rastas, mais de Jamaïque, avec les locks des bongos, et qui font des et s'énervent sur le truc. Je dis, putain, en fait, on peut le faire, en fait. Y a pas de... Et moi, je regarde ça d'un œil en me disant, putain, c'est mortel, ce truc. Il faudrait peut-être le mixer avec le rap. Il faudrait peut-être trouver un truc à mixer avec le rap, parce que le rap, il a qu'une direction, là, en ce moment, à cette période-là. Tout le monde est dans le même trip, tout le monde est dans le même délire, tout le monde fait la même chose, en fait, tu vois. Et moi, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau. J'ai envie de faire un truc nouveau. Que les gens, même que ça plaise ou que ça te plaise pas, que tu dises, putain, c'est nouveau, quoi, ce truc-là, tu vois. Et donc, pour ça, on joue avec les guitares, en fait. On va chercher des guitares, Alice Cooper, Trust, je sais pas, des trucs comme ça. Et on va chercher des riffs de guitare pour ramener un petit peu de couilles dans notre musique, quoi. Et le Feu dans le ghetto, en fait, on travaille avec un groupe qui s'appelle Ludwig von 88. D'accord, qui eux, c'est un groupe de punk, rock alternatif, particulier, un remix un peu entre du rock et du punk. Donc on est avec eux et c'est Bruno qui fait notre son. Sergent Garcia, il s'appelle. Le mec, maintenant il s'est appelé Sergent Garcia. C'est celui qui fait reggae, là? Ouais, exactement. C'est lui qui fait nos sons à cette époque-là. Ah, je savais pas. Et il nous dit, putain, les mecs, sur le premier album, vous avez mis des guitares, là, au lieu de les mettre, d'aller les sampler, nous, on peut vous les faire, en fait. Tu vois, nous, moi, je suis guitariste, Charles, il est guitariste, on peut vous les faire. Et puis, si on fait ça, quand on va faire des scènes, on pourra vous les rejouer, quoi. Là, on est là, ça peut faire, ça peut faire un truc, quoi, tu vois. Et c'est aussi l'émergence de plein de groupes comme Rage Against the Machine, Urban Dance Squad. Et moi, j'écoute, je les vois arriver. Je vois la puissance du truc. Public Enemy, ils sont déjà dans ce mélange avec Anthrax, tout ça? Non, pas encore, pas du tout. Public Enemy, c'est Public Enemy. Ils ont un son brut, tout ça, avec des sirènes, tout ça, mais ils sont pas dans les guitares. Enfin, ils arrivent 91, ils font Bring the Noise remix avec Anthrax, où là, il y a des guitares vraiment saturées, c'est un vrai morceau de rock, et rap dessus, et c'est bien. Donc il y a ce petit truc qui existe, Run DMC qui le fait, mais qui le fait avec un truc, c'est un peu plus cool. Public Enemy, c'était vraiment énervé. Mais il y a ce petit truc aux États-Unis où tu te dis c'est faisable en fait, le rock et le rap. Mais moi c'est Rage Against the Machine qui vraiment me met la puce à l'oreille. Où là t'as clairement un rappeur, sur du métal. Et là je dis mais c'est trop ouf son truc quoi. Là je pète un câble, lui et Urban Dance Squad. Vraiment ces deux groupes là où je vois en plus une énergie de ouf sur scène. Et c'est ce que je cherchais, en fait, à avoir une énergie de malade, quoi, à venir avec un truc fort, quoi. Et donc, le Feu dans le ghetto, c'est ça. C'est ça, c'est le fruit de tout ça. C'est le fruit de tout ça, en fait. Bah, c'était réussi, hein. On veut détonner. C'était réussi. On veut arriver et faire, tu vois, on mélange même du dancehall il y a un mec qui fait du raga. On met un peu tout, mais à la sauce vénère, quoi. Et ce morceau, vraiment, à chaque fois qu'on le faisait sur scène, c'était un bordel. J'imagine. Mais un bordel, mais sans nom, quoi. Et on est le Feu dans le ghetto, on est en 94, un truc comme ça. Je te dis, quand on fait ce morceau sur scène, les gens, ils pètent un câble. D'ailleurs, on veut pas le faire tout le temps. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. D'ailleurs, on fait un morceau, c'était Aqua Boulevard. On fait, il y a La Clica, il y a je sais pas qui, je sais plus qui. On se regarde, on dit, on fait pas le Feu dans le ghetto ici, hein. On sait que là, si on fait le feu dans le ghetto ici, ça va, les gens, ils vont se buter, quoi, en fait, tu vois. Mais en fait, on le fait. On le fait quand même, mais on fait une version plus douce, parce qu'il y en a deux versions de Feu dans le ghetto. On a une version, et on a une version un peu plus hip-hop. Donc on fait la version un peu plus hip-hop, et on brûle tout d'ailleurs ce jour-là. Devant la Clica, tout, ils ont plus de force. Dalton et Dallas Cartel, tout ça, ils viennent nous voir, ils disent putain les mecs, on est avec nous le petit frère, mais en fait nous on est fans de vous en fait. C'est vous.
tu vois. Lourd, très lourd. En parlant de rock, tu vas participer à un featuring avec No One Is Innocent, si je me rappelle, Tout à fait. un groupe de métal français. Ouais. Il y a aussi un morceau, La jeunesse emmerde le Front National, tu vas faire, qui est une reprise de Béret Noir. Noir, ouais, exactement. Donc t'as vraiment ce lien avec le rock. C'est mortel que tu te rappelles de ce son-là parce que je crois même pas qu'il est sorti. Il est pas en fait. sorti, Il est pas sorti. mais je l'entendais dans des émissions space, je l'avais enregistré en cassette. Donc, on vous dit que la jeunesse emmerde le Front National. Je me rappelle bien. Oh putain, lui c'est une encyclopédie, lui il est lourd. On essaye. Il est lourd. Mais celui-là aussi quand on le faisait en concert, c'était mais c'était notre lien avec le rock un petit peu, tu vois. On suivait. Nous quand on était à Mixit, on a rencontré la Mano avant qu'il fasse King Kong 5, quoi. Tu vois, je veux dire. On était dans les mêmes studios qu'eux, on se croisait, quoi. Tu vois. Quand ils ont fait King Kong 5, ils nous ont donné le vinyle, ils nous ont signé le truc, on a écouté, on a dit ils essaient de rapper les mecs. Tu vois, je veux dire. Et après on entend que ça passait partout, que le mec fait un succès dans le monde. Putain, c'était le mec qui était là. Voilà. Je vois. D'ailleurs, dans le EP Le Feu dans le ghetto, il y a un couplet de Joël qui est sorti de prison. Non. En fait, on le crédite pour lui accorder des points, de l'argent, puis surtout pour l'aider à sortir, en fait. Quand il est crédité sur nos trucs, il a un taf, en fait. Du coup, tu vois. Donc il peut peut-être sortir. Il peut prétendre à sortir avec un taf. En fait. C'est ça qu'on essaye de faire, en fait, à chaque fois. Et ça a pas marché? Si, ça a marché. Il est sorti. Il est sorti pour rentrer après. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couplet de Joël du tout. Du tout. C'est-à-dire que dans tous les albums de Timidé sans complexe qui sont sortis, il y a aucun couplet de Joël. Aucun. À chaque fois, il tombe. C'est fou, ça. Parce que derrière, vous allez sortir un autre album, l'album noir, là. Ouais, ça c'est... J'ai plus le titre en tête. Psychose. Juste avant, je me rappelle, il y avait le maxi où il y avait Dreadlocks. Ouais, ça c'est Plastique. Sur une face. C'est Plastique, voilà. Ouais. C'était Dog Sky solo d'un côté et toi Dreadlocks. Ouais, de l'autre. Putain, le gars, c'est une encyclopédie. J'ai des souvenirs. C'est un truc de ouf. Donc là, si on veut, l'aventure de Timidé sans complexe se termine après Psychose. Ouais, exact. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'as toujours envie de faire de la musique? Déjà, pourquoi ça s'arrête, avant toute chose? Depuis des années, on commence à se prendre la tête un petit peu, Sky et moi. Il m'a ramené ses cousins, Méto, Squall et Débile Sass. Il y a un groupe dans un groupe, en fait. Et moi, je suis un petit peu exclu de ce groupe, en fait. Alors que c'est mon groupe à la base, tu vois, je veux dire. Donc, je suis un peu énervé. Et je leur dis, tu sais quoi, faites votre groupe, en fait. Faites votre groupe. Moi, à ce moment-là, comme il m'énerve, je monte un autre truc, en fait. Avec les Black Blada, je monte Bougotop. Voilà. Tu vois, c'est ma soupape, en fait. Je dis, il me saoulait. Je vais monter un autre collectif. Je vais monter un autre truc, c'est Bougotop. Et là, c'est la famille, c'est les mecs de Vitry, c'est mes potes qui rappent pas. Mais eux, ils forment la structure, on va dire, administrative. Et on sélectionne des rappeurs. C'est moi qui suis un petit peu le directeur artistique de l'histoire, quoi, tu vois. Donc, on fait ça. Moi, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Je leur dis, vas-y, faites, vu que ce groupe, dans le groupe, vous êtes tellement fort, faites un truc. Et ils font rien, en fait. Ils font rien. Moi, je vais voir Sky, il me dit, alors, c'est quand qu'on reprend Timidé sans complexe, tout. Je dis, t'as vu? Et comme ça m'avait touché, atteint, blessé, je dis, commence. Vu qu'à chaque fois, moi, c'était toujours moi qui embrayais les trucs, quoi, en fait, tu vois, qui donnait les thèmes, qui trucs, et au final, je me retrouve critiqué, tu sais, comme du poisson pourri. Donc, je lui dis, non, commence. Vu que vous êtes fort, vous êtes machin, commence. Moi, je vous suis. Je viens derrière, Puis ils ont jamais commencé, quoi, en fait. Ils ont jamais commencé. Après, un jour, il me dit, mais si tu commences. Et je dis, écoute, moi, si tu commences pas, on fera rien. Parce que c'est fini, c'est terminé. Je vais plus faire pour toi, en fait. Je vais plus faire pour toi, pour vous, et qu'après, en plus, vous me critiquez. Donc, soit vous faites, soit tu commences, et je suis, soit tu commences rien, et je suis rien du tout, tu fais ton groupe, et voilà, chacun sa vie, quoi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, comme en parallèle, t'as monté Bougotop, t'avances avec Bougotop. C'est ça. Moi, je fonce avec Bougotop. Et après, je me dis, je vais faire mon projet solo, quoi. Je vais monter sur mon projet solo, je vais commencer à faire mes affaires tout seul, je vais embrayer sur Bougotop, mais ça va me donner l'occasion aussi de me concentrer sur moi, quoi. Et donc, on est en train de dépasser le milieu des années 90, à ce moment-là. Et il y a quand même une autre génération de rappeurs de Vitry qui est arrivée. On est fin des années 90. Voilà. Donc, comment tu vois arriver déjà la Mafia Underground? Parce que la Mafia Underground, qui est chapeautée par Sully B. Wax,
c'est des jeunes rappeurs Ouais, de bien sûr, Vitry derrière. c'est Comment tout. tu vois ça, toi, en tant qu'ancien par rapport à eux? Bah moi je les vois arriver, ils se forment à Vitry, ils sont tous derrière Sully qui est là chez lui toujours en train de programmer des trucs, en train de faire des sons. Ouais. C'est l'après Little en fait, Ouais. Mafia Underground. Exactement. Ça veut dire Little, ils ont un succès d'estime avec leur premier album. Mhm. Et Sully il se dit vas-y tout de suite il est comme les Quinry, comme EPMD en fait. Ouais. Il est branché EPMD à bloc. Ouais, Il regarde Eric Sermon, il regarde ce qu'il fait Eric Sermon, il refait la même. c'est ça. Donc il voit que l'autre il a un collectif, il a Ouais. pris Redman, il a pris truc machin, il voit tous les petits rappeurs, il dit allez venez tous Voilà. chez moi, on va faire un truc, on va faire un album, truc, machin, et il crée Mhm. Mafia Underground avec Stestros, Voilà. Noxious, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis super admiratif. Ok. Je suis impressionné, admiratif, je les regarde, et Sully, en plus, il me fait écouter, on se fait écouter, on est vraiment... On n'est pas ennemis, quoi, en fait. Ouais. On respecte le travail des uns et des autres. Tu l'as quand même ramené au chat à Châtillon. Je l'ai ramené, je vais te dire, en même temps, il y aurait été tout seul, Ouais. hein, Sully, je vais te dire. À un moment donné, C'est il aurait Sully, trouvé. il aurait trouvé, voilà. Sully, c'était un mec, de toute façon, il était plein d'entrain, quoi, tu vois. Tu vois, comme tu dis, déjà, il a l'œil vif, quoi. Ouais, ouais. Il voit l'un partir, il dit, tu vas où? Tu vois, je veux dire. Et toi aussi, tu vas où, toi, tu vois? Ça veut dire que lui-même, déjà, il est alerte, quoi, tu vois. Il surveille tout Il ce qui se surveille, passe. non, sans surveiller, il est alerte. Il Ouais. voit les choses qui se passent, quoi. Il a l'œil qui frise, quoi. C'est ça. Et donc, il crée ça, et on est tous admiratifs, parce qu'il Ok. sort des petits, là, qu'on n'avait pas vu venir, quoi, en fait. Ouais. Tu vois? Et c'est lui qui donne qui donne même de la force, et qui donne cette originalité à Vitry, et qui donne même le nom Mafia, et c'est de là que sort Mafia Quinfri, hein, je veux te dire, hein, c'est en concurrence à Mafia Underground, hein. Ok. Ah ouais, c'est de là qu'ils sortent, hein. Justement, la suite, ça allait être ça. C'est Mafia Quinfri, tu les vois arriver. Ils amènent un côté KRA de Vitry qui avait très peu, et j'ai envie de dire que vous, Timidé sans complexe, vous avez. Merci. Mais Merci. en vérité, les Little ou Ont la pas du Mafia tout. Underground, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Voilà. Et JM aussi, c'était pas ça du tout. Le GM aussi, c'était pas ça. Ça veut pas dire qu'il y a pas de KRA à Vitry. Il y en a sûrement plein. Mais en Île-de-France, l'image de la ville, elle est souvent représentée par les rappeurs. Ouais. Et ça fait que Vitry, en termes de rap, à part Timidé sans complexe, c'était pas KRA, donc on Non, se disait, ouais. ça doit être cool par là-bas. Et Mafia Quinfri, ils arrivent avec cette image super KRA, et là on se dit, tiens, il y a des KRA là-bas. Il y a des grosses KRA. Voilà. Des vrais KRA. Voilà. Toi, en tant qu'ancien, comment tu les vois arriver à Mafia Quinfri? Moi, en fait, je les connais pas tout de suite. Je suis plus sur la Mafia Underground avec, c'est des petits frères de plein de gens que je connais, en fait. Ok. Et c'est Sky un jour qui vient me voir. Sky, il traînait à Choisy, dans une cité qui s'appelait Jacques Cartier. Mhm. Et qui me dit, hey, Doudou, putain, il y a des petits là. Ils ont monté un collectif là. Entre Jacques Cartier, Vitry, Camille Groot, tout ça là. Ils sont super forts. Mhm. Déjà, il me parlait de démons. Ouais. Il y a un petit démon, il rappe là, il a un style et j'aime bien son délire, tout ça, nanana. Mhm. Ok, bon, genre, ouais, vas-y, tu feras venir un jour, tout ça. Et ouais, j'aimerais bien l'inviter un de ces quatre, vas-y, tu fais venir, y a pas de souci. Mhm. Et là, il revient, il me dit, hey, Toudou, j'ai écouté deux mecs là, Rimka et AP, ah, ils s'appellent le 113, ils déchirent, Doudou. Franchement, eux, faut les faire venir. Ok. Je dis, mais vas-y, fais. Il me dit, ouais, c'est mes petits, en plus, ils me kiffent, Timidé sans complexe, tout, vas-y, nanana. Et là, donc, la première fois que je l'ai fait venir au studio Bougotop, en fait. Ok. J'ai fait venir au studio Bougotop, on fait un morceau, je sais plus ce qu'on fait. Et putain, je dis, ah ouais, les mecs, ils sont vraiment bons, quoi, tu vois. Mhm. Et alors, non, avant ça, en fait, c'est Rof qui me fait... C'est là où je découvre un petit peu la Mafia Quinfri, on m'en parle. Sky me parle de Rimka, Ouais. essentiellement, Mhm. et de Rof. Ok. Et un jour, je marche à Vitry, je vois un petit Renoir avec une dent cassée. Mhm. Eh, excuse-moi, t'es Doudou? Je dis, ouais. Mhm. Je m'appelle Ousni, je prépare un album, j'aimerais bien t'inviter, tout ça. Je dis, ah ouais, c'est quoi ton nom? C'est Rof, on m'appelle Rof, tout ça, j'aimerais bien t'inviter, franchement, Ok. vas-y, roule, vas-y, lourd. Et là, on part au studio, d'ailleurs, il y a Rude Lion qui est là-bas, qui Ok. supervise un petit peu son taf et qui passe de temps en temps donner des coups de main pour l'album de Rof, Ok. son premier album, hein, Ouais. le Code de l'honneur. Ouais, de l'honneur. Ouais. Et il me dit, viens, on fait un morceau. Et moi, je fais un morceau avec lui. C'était quoi le morceau d'ailleurs? C'est Les nerfs à vif. Ok. Je fais un morceau avec lui. Et là, il y a 113, ils sont tous là, Ils machin, passent nana. tous, ils sont-
Et il kiffe le son il fait son succès, il fait son truc. Et eux, ils me disaient, il faudra qu'on fasse un morceau ensemble un jour, si tu veux bien faire un featuring avec nous. Je dis, non, mais y a pas de souci, les gars, moi, on est ensemble. Vitry, on fait des trucs ensemble, quoi, tu vois. Ok. Et après ça, bah, je continue ma vie et je rencontre vraiment AP quand je le fais venir, AP et Rimka quand je les fais venir à Bogotop. Et après ce morceau-là, parce qu'on fait un morceau qui s'appelle Ennemi. Ok. Ennemi, qu'on placera sur l'album Timide et sans complexe, je crois, mais qu'on a sorti après Truc de fou. Ok. Tu vois, je veux dire, Ok. avec... non, on place sur Bogotop, pas sur Timide et sans complexe, sur la compile Bogotop, Bogotop. le premier, l'antidote. Mais Et vous l'aviez enregistré. On l'avait enregistré vachement en Avant, amont, quoi, ouais. tu vois. Et après, je les recroise et là, ils me disent, Doudou, tu veux pas venir sur l'album, truc, machin. J'étais en soirée. Raconte-nous, truc de fou. Raconte-nous cette anecdote, c'est important. Alors, pour Truc de fou, c'est très, très bizarre, en fait. Je suis là, je suis en galère, je vais à Bastille, je vais manger, c'est un samedi soir, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Je vais pour m'amuser, je vais au Balajo dans différents trucs, c'est la rue de Lappe, c'est mon objectif. Ok. Je vais à la galerie, truc, je commence à être en mode soirée, quoi. Et je sais plus, je sors entre deux bars et je croise Rimka et AP qui sont partis manger, en fait. Ok. Ils sont dans un studio à Saint-Sébastien-Froissart, ils sont juste sortis pour manger, en fait. Ok. Oh, Doudou, ça va, tout, putain, on est en studio, viens avec nous, tout. Je dis, oh, non, vas-y, arrête, samedi soir, je suis en train de m'amuser. Mais non, les gars. Ah, s'il te plaît, on enregistre l'album, tout, machin, on aimerait bien faire un morceau. En plus, on est en train de faire un morceau, on l'appelait Truc de fou. Franchement, ce serait trop canon, tu viennes avec nous. Tu le fasses avec nous. C'est, franchement, nous, en plus, on veut t'inviter sur ce morceau. Je dis, bon, tu sais quoi? Il est quelle heure, là? Il est 21h. Tu sais quoi? Je viens avec vous. Je fais juste le refrain, après, je me casse. Ok? Ok. Il me dit, vas-y, ouais, vas-y, c'est déjà super bien, tout mortel, vas-y, viens. Ok. Je vais. Mehdi, il est là, Manuka, il est là, Mokobe, il est là. Je dis bonjour à tout le monde. Oh, putain, mortel, oh, Doudou, putain, mortel, faites-moi écouter la boucle. J'écoute la boucle, je dis, putain, ça tue, ça. Waouh, ça déboîte. Il me dit, alors, tu peux écrire un refrain là-dessus? Je dis, bien sûr, je peux écrire un refrain. Ok, j'écris le refrain, je leur dis, ouais, alors, ça vous va, ça? Waouh, t'as des boîtes. Ils sont crocs et tout, machin. Et moi, je dis, bon, bah, mais il me dit, bah, tu vas faire un couplet maintenant. Je dis, bon, un 12. Ouais. Tu négocies, il faut que tu retournes dans ta soirée. Voilà. Je fais un 12. Et après, j'écris, je fais le truc et, mais je te dis comme ça, un freestyle, en fait. Tu vois, je fais le truc, Freestyle. et je rentre. Et dedans, t'as dit, je te braque même pour du temps. Non, mais qui est devenu une phrase mythique. C'est un truc de ouf, hein. Même moi, j'y crois pas, quoi, en fait, tu vois. Pourquoi je dis ça, en fait? Parce qu'à Vitry, là, il y a 2 semaines avant, je fais une petite embrouille avec un mec. Je lui vole sa bécane, en fait. Je lui prends sa bécane parce qu'il me devait de l'oseille, tu vois. Je le frappe. Sa bécane, elle est toute pourrite, en fait. C'est une bécane, mais de merde, quoi, tu vois. Et mon pote, il me dit, mais qu'est-ce que t'as pris, là? Tu sais quoi, cette bécane? Je dis, t'as ouf, toi. Je dis, je m'en bats les couilles. Moi, je le braque même pour du toc. Et là, je me dis, oh, t'es un ouf. Toi, t'es un ouf. Pour du toc. Je dis, même pour le toc, je le tape, lui, je le prends. Voilà. Même pour du toc, je te braque. Et quand on fait Truc de fou, je me rappelle de ça, là. Je me dis, ah, vas-y, je vais la sortir, cette phrase. Il avait trop kiffé quand je dis ça. Donc, tu vois, la punchline, je l'ai pris, et voilà, c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Ok. Magnifique. Repris sur un morceau d'Idéalgie. Comment ça s'appelle? Pour une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars. Ouais. Ok. Donc, Truc de fou. Vous enregistrez le morceau. 113, ils sont indépendants à ce moment-là. Il n'y a pas Sony, il n'y a pas de major. C'est important de le dire. Ils sortent en indé. Et le morceau se retrouve sur Skyrock, radio nationale, qui ne joue que des morceaux de major, qui sont au minimum distribués par une major ou t'as alors signé un artiste, licence, tout ça. Et là, c'est pas le cas. C'est la première fois. Il se retrouve en playlist et il tourne de malade. C'est pas un truc de fou quand tu repenses à ton histoire où t'allais juste à Bastille. Non, mais c'est un t'amuser tu te retrouves sur Skyrock. Mais je me retrouve sur Skyrock, mais à toute patate, quoi. C'est pas, je me retrouve un petit peu, quoi. C'est matraqué, quoi. Matin, midi, soir, 4 fois, 5 fois. C'est un truc de ouf. Mais moi, j'y crois même pas, quoi. Je dis, putain. Après, je fais un autre morceau avec Cut qui s'appelle Contrôle avec Sulibi et, machin. Pareil, ils suivent derrière, ils le mettent, ils le font tourner. Je dis, bah, ça y est, c'est parti pour moi, là. C'est bon, là, tu vois. Mais, c'est le coup du destin. Je crois que c'est D-Fool qui a un coup de cœur sur ce morceau, en fait. C'est D-Fool qui écoute. Et qui, putain, il prend mortel ce morceau, et qu'il le met d'abord dans son émission, qu'il le met tout le temps dans son émission, et du coup, après, il passe ça en prend playlist. une journée. Ouais. Super. C'est à ce moment-là que tu te dis, bon, il est temps pour moi de faire un album solo.
Non, j'étais déjà T'étais déjà dessus. Je mettais du temps à le faire parce que quand tu sors d'une formation d'un groupe, c'est toujours assez délicat de se retrouver tout seul, en fait. J'avais commencé déjà, j'avais fait 2-3 morceaux avec Cut. J'avais fait un morceau qui s'appelait Trop loin pour ma fille. Ouais, je me souviens. Et donc, j'avais commencé à faire, c'est la compète, je sais plus, 3-4 morceaux. J'avais commencé à faire des tournées avec lui parce que je crois qu'il y avait Opération Freestyle ou je sais plus quel, ou Cut Killer Show, Une de ses compiles, en tout cas. Une de ses compiles. Je tournais avec lui et je me suis retrouvé très vite confronté à la scène tout seul. Ok. Donc là, j'ai dit, il va falloir que je révise un truc, quoi, parce que tout seul, c'est pas pareil. T'as pas les bacs, t'as pas les trucs. Il va falloir que je revoie toute ma stratégie, quoi. Ok. Et c'est de là que j'ai été obligé de retravailler ma manière de rapper, retravailler plein de choses, quoi. C'est à ce moment-là que tu signes chez WH? J'avais déjà signé chez WH moralement, on va dire. Ok. Ils m'ont fait signer chez Small pour le projet Trop loin. Ouais. Et de ce projet-là, moi, je rencontre Karim, qui est directeur artistique là-bas à Karim Small. Thiam. Ouais, exactement. Et je leur présente 113, en fait. Parce qu'il m'appelle, et il me dit, ouais, Toutou, c'est quoi ton groupe, là? Truc de foot, truc machin. Je dis, c'est pas mon groupe, hein. C'est un groupe de Vitry, ça s'appelle 113. Ouais, nous, on voudrait bien les voir, on aimerait bien les signer, truc, machin. Et là, moi, je le dis à Mokobe. Mokobe, je lui dis, va voir Cut. Va voir WH, essayez de signer un truc avec eux pour que eux après vous font transvaser sur Small, sur machin, parce que ils vous veulent en fait. Ok. Et donc là, Mokobe il fait sa tambouille avec Cut, avec Masita, tout ça machin, et après c'est ils vont beau, signer, c'est beau. Moi j'aime bien quand le grand il fait la passe au petit de la ville. Tu vois ce que je veux dire, ça c'est beau aussi. C'est normal en même temps. Il y a pas de mérite à ça en fait dans l'absolu. Ouais, mais ça arrive pas toujours. Ça arrive pas tant que ça en vrai. Ça devrait. Et puis il y a des gens qui auraient dit, quand on vient de voir, on dit c'est qui ce groupe-là, t'aurais pu te mettre en avant, dire mais je suis là, c'est moi. C'est moi. T'aurais pu te mettre devant et les cacher. Tu fais la passe. Ça n'a jamais été mon truc, quoi. C'est bien. Tu sais, même quand ils ont été récompensés aux Victoires de la musique, moi je les croise, ils m'appellent, ils me disent Doudou, on va aux Victoires de la musique, faut que tu viennes. Faut que tu sois avec nous. Ça c'est beau, ça aussi. Faut que tu sois avec nous, Doudou, faut que tu sois avec nous, c'est grâce à toi, tout machin. Je dis, les mecs, franchement, c'est super gentil. Mais non, je vais pas avec vous. Tu sais pourquoi? Parce que si je vais avec vous, je vais prendre la lumière, en fait. Les gens vont dire que c'est WAM. Ouais. Ils vont dire c'est la victoire de Doudou, tout ça, machin. Alors que c'est pas ma victoire, les gars. Ouais. Ils vont dire, ouais, c'est le groupe à Doudou, tout ça. C'est pas mon groupe. Ouais. Donc, allez-y, les gars, on est ensemble. C'est beau, ça. Et ils sont partis, ils ont fêté le truc, ils ont gagné le truc, et ils voilà. Ont foutu un vrai sbul. Ils ont un vrai sbul, quoi, tu vois. Sony avec la 404 et Sony avec une voiture sur scène. Ah ouais, mais de ouf. Incroyable. Ah ouais. Non, lourd. Avant de passer à la période donc de ton album solo, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Rude Lion et notamment la compilation Ghetto Youth Progress, à laquelle t'as participé. Complètement. À quel niveau? T'as juste fait tes feats ou t'étais là tout le temps un peu à suivre tout le projet? Non, en fait, ce projet-là, Ghetto Youth Progress, je suis pas à la base totale, mais Kemar, il m'en parle depuis tout le temps. Ouais. C'est un projet qu'il a à fond dessus, il veut le faire avec moi, il veut que je sois un peu le directeur artistique de tout ça. Mais il est super virulent à cette époque-là. Ouais. Il traite les rappeurs avec un fusil à pompe derrière la vitre. Il est avec Nono le dingue. Ça prend des substances super illicites. Moi, j'ai pas envie. Ok. J'ai pas envie d'être mêlé tout le temps à ça. Il est nerveux, il picole, il est anxieux, il a envie que son projet il marche. Ouais. Il est violent, quoi. Il est violent. Okay. Il est dans la violence, toute sa splendeur, quoi. Même Francky, une fois, il craque, je crois. Il vide je sais pas, du coca sur la SSL ou je sais plus quoi, tellement il en a marre de Kemar, il est insupportable. Il est vraiment insupportable. Et donc moi je veux bien faire le projet avec lui, mais je veux pas le superviser tout le temps, je veux pas être là tout le temps. Donc là, quand il me dit on fait justement mon attitude, au départ je dois faire moi un morceau avec lui. Et Little P, et en fait c'est lui et KGB, moi et KGB quoi en fait. Ou Timide et sans complexe et KGB quoi. Donc KGB qui était le crew de Rude Lion. Ouais. Et je dis non, je veux pas y aller tout seul. Et quand je dis à Sky de venir avec moi, il me dit vas-y, Kemar, il est relou. T'as vu, il va nous menacer à coups de mitraillette pour rapper, c'est relou tout. Je dis non, il va pas nous faire ça, nous. Pas t'inquiète. Et là je dis bon, on va venir à plein. Comme ça, au moins on sera en équipe et ça va atténuer la pression quoi en fait. Et donc je fais venir Joss, Black Blada en fait, les prémices de Boogo Top. Parce que Kid Kendall connaît très bien Rude Lion, ils ont le même âge. Ça va redescendre un petit peu la tension et ils sont tous les deux très nerveux, tous les deux le regard noir. Ça va tempérer les trucs quoi, tu vois.
Et on fait le morceau Mon attitude, quoi. Ouais, c'est très lourd. D'ailleurs, le couplet de Kidji Kendall, son entrée, Ouais. est incroyable. Qui veut t'être? Qui veut t'être? J'enlève ma veste. J'ai dit, ok. Il est venu pour en découdre. C'est chaud. Ah non, mais c'était fort. Ouais. C'était très très fort ce morceau. On l'a fait vraiment dans l'euphorie, dans le truc, et c'est vraiment un super bon morceau. Et Rude Lion, comme j'ai dit, c'était un musicien, c'était aussi un compositeur et tout. Et c'est quelqu'un qui aimait vraiment la mélodie. Ouais. Et qui aimait les détails, que son son soit bon, parce que ce projet, il a été masterisé aux États-Unis, Complètement, ouais. alors que c'était un projet indépendant aussi. Ouais. Alors que ça se faisait pas encore. Bah, c'était très rare, quoi. C'était rare, en fait, et quand ouais. ça arrivait, c'était en major, ou Ouais, truc, tu vois. exactement, ouais. Et lui, en indé, quand même, il a été jusque-là. Bah, il était exigeant. Voilà. Il était très exigeant. Regarde ce morceau qu'il a fait avec Expression Directe. Ouais. Mon esprit part en couille. Mais quel morceau, quoi, en C'est chaud. fait. C'est un truc de ouf. Ouais. Et juste après, il fait tout un album avec Big Red. Ouais. Un il album était fou, un là. petit peu LF, façon, Ouais, il était ouf. qui a pas super bien marché, hein, mais Mais il y a des qu'est-ce qu'il bastos est dedans. bon, Ah, cet ouais. album. C'est Ouais. une tuerie pour moi. C'est vrai. Il innovait dans le style, quoi. Vraiment Ouais. dans le truc. Mhm. Il y avait un truc de super novateur, quoi. Non, c'est vrai. On est d'accord. Après, bon, bah, tout le monde n'a pas compris la puissance la puissance du gars, quoi, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est un génie, ce mec-là. C'est un génie. Tu D'accord. sais qu'il a fait partie du premier album de Tonton David, hein. Ouais, je sais. C'est lui qui a fait pratiquement presque toutes les sons, les pianos de Tonton David, les Mais mélodies. il le big up sur le premier album, on entend. Sauf que moi, à l'époque, je sais pas qui c'est. Ouais. Donc le nom, il passe, je sais pas, c'est plus tard. Quand j'entends son nom, je réécoute l'album de Tonton David, je dis, oh, Eh on ouais. parlait déjà de Rude Lion, ouais, c'est- High Fight, le sound system, tout ça. Voilà. Ouais, c'est le mec qui Et- était super talentueux. Ouais, non, ça c'est ouf. Maintenant, revenons un peu sur ton album qui sort donc chez Double H, Sony. Ouais. Avec Cut. Voilà. Le bilan, si tu dois faire le bilan de comment ça s'est passé en fait. Bah, la sortie ou Ouais, le la tout, création, tout. le tout. La création, c'est super bien fait. Cut, il a été super aux oignons pour moi. Ok. Il m'a mis au beurre, au double H. J'avais tout ce qu'il fallait. Il m'a proposé des featuring, les moyens de les avoir, les moyens de. Morceau avec Faflara, j'étais très chaud. Ouais, de fou, Ah ouais. de fou. Morceau aussi avec Djeroud Damaja. Et morceau avec Patrice. Enfin bref, il m'a mis tous les moyens. Mais j'ai même un morceau avec Diams dans l'album, je crois. Il y a Diams, il y a Rof, il y a Mafia Cafri. Enfin, bref, il a mis vraiment tous les moyens de mon côté. Il a Ouais. mis tout le matos à ma dispo. Il m'a laissé les studios pendant un laps de temps, mais je peux même pas dire. Illimité, tu Voilà, étais tranquille. j'avais un confort de taf qui était hors de concurrence, quoi, qui était Mhm. pas, il y avait pas de concurrence, quoi. Et moi, j'ai kiffé cet album. Malheureusement, bon, bah, je sais pas si la conjoncture à l'époque il était très cosmopolite, en fait. Les gens attendaient un album de Doudou Masta plus ou moins hardcore ou plus ou moins un truc de fou, quoi. Mhm. Moi, ce qui était pas forcément ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire découvrir un petit peu toutes mes facettes. Ouais. Et je crois qu'il était un petit peu trop éclectique. Mais moi, je ne regrette rien. Ouais. Sur cet album, j'ai des morceaux que je kiffe d'une force, quoi. Mhm. Il y a un morceau comme Merci. Aujourd'hui, j'ai arrêté de faire de la musique. Je l'écoute encore, quoi. Je Ok. l'écoute. Un morceau comme avec Patrice. Écoute la voix. Un morceau avec Djeroud Damaja. J'écoute encore. Mhm. Des mondes qui grandissent. Que j'écoute encore. Le morceau avec Faflara. Enfin Ouais. bref, il y a beaucoup de morceaux dans T'es cet album. fier de cet album. Je suis super fier de cet Ok. album. Et je pense il a bien vieilli, quoi. On le réécoute aujourd'hui, il est pas naze, quoi. Qu'est-ce qui t'amène, après cet album, à arrêter la musique? Je pense que derrière cet album, t'arrêtes pas tout de suite. Ah, j'arrête pas longtemps après, en fait. Hein. Ok. Je fais un album avec Bougotop. Ouais. Et je commence à être déçu, en fait, de la musique, du rapport à la musique. Il y a le net qui arrive, tout ça. Il y a une nouvelle donne qui s'installe. Mhm. On commence à me dire, il faut que tu te mettes sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça commence à me casser la tête. Mes morceaux, en fait. Faut créer le buzz faut avant créer de le sortir buzz des avant de morceaux. sortir, voilà. Tu vois, il y a toute cette logique qui Des m'intéresse nouvelles plus, règles. quoi, voilà. Ouais. Qui m'intéresse plus. Qui m'intéresse pas et qui me semble pas de mon temps. Ouais. Et j'ai pas envie de prendre le train en marche. J'ai Ok. pas envie de prendre ce train, en fait. Ok. Et en même temps, il y a tout plein de choses qui s'ouvrent à moi, en fait. On va en parler. Ah, t'imagines bien. Et c'est aussi pour ça que c'est plus facile d'arrêter quand t'as Ouais, plein d'autres quand choses t'as qui autre te- chose, voilà, bien sûr. qui s'ouvrent à toi et des choses intéressantes auxquelles tu croyais pas vraiment dès le départ, quoi, tu vois. Alors, raconte-nous. Quelles sont ces choses? Bah, au départ, moi,
je suis là, je suis mitigé dans ma tête, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si la musique je continue pas. Il y a Bougotop, je fais une tournée avec Bougotop, ça se passe super bien. On voyage à travers toute la France, ça se passe bien. Hein. Le rap, c'est pas fini pour moi. Je peux faire un album, les gens m'attendent et il y a pas de souci, quoi, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je suis un peu réticent à refaire du rap. Je suis là, je me pose des questions, quoi. Et là, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, putain, t'as une bonne tête, t'as une bonne voix, on t'a jamais dit tu pourrais faire du cinéma? Et moi, je le regarde, je dis, vas-y, arrête avec ton cinéma, tu sais quoi, y a pas de Renoir au cinéma, tu me parles de qui? Y a pas d'Isaac, je veux pas devenir Isaac de Bancolé, ou tu vois, je suis pas, tu vois, voilà, c'est bon, je veux pas faire le clown, quoi, je veux pas aller dans un film, on me tire dessus, je meurs. Parce que vous disiez dans Place en Ouvert. Voilà, ouais. Donc, exactement. Ouais. Si tu me mets dans ton film, je vais être un héros, en fait. Voilà. Mais t'as pas fait de film, t'as jamais fait de film, tout. Je dis, bah, pourquoi tu viens me voir, en fait? Pourquoi tu viens me voir? Si déjà, après, quand moi, je te dis où j'ai envie d'être, tu me dis, non, c'est pas possible, je veux te mettre dans un film, mais dans le coin, là-bas, dans le noir, et genre, tu fermes ta gueule. Mais laisse-moi tranquille. Moi, si tu me mets dans un film, je veux parler. Mon truc qui est fort à moi, c'est ma voix. Voilà. C'est ma voix, c'est mon truc. Donc, je veux parler. Si tu me fais pas parler, je veux pas être dans ton film. Ok. La meuf, elle réfléchit, elle me propose un film dans tes rêves. Un casting dans tes rêves. Je fais le casting. Tu sais que j'ai fait ce casting aussi. Ouais. Pour le même rôle, je suppose, pour possible, ouais. Ali, je crois. Ou, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est... Un des rappeurs un peu costaud. Ouais. Voilà, bah oui. Ok. Bon, il m'avait dit que j'étais pas assez costaud. Donc, tu vois, c'était la douille. Donc je fais le truc, ils me disent ouais c'est dommage putain mais t'es pas assez gros parce que le personnage ça il est gros truc machin. Il mange des sandwichs grecs. Voilà ouais. Je me rappelle j'avais fait le casting à propos d'un sandwich grec. Genre on devait parler de la beauté de ce sandwich. Je me rappelle c'était ça le truc. Donc ouais il fallait que tu sois quand même un peu plus enrobé. Voilà exactement. Donc ils me prennent pas pour ce rôle mais ils me prennent quand même pour un rôle de videur. Je sais plus dans le truc machin. Je me prends au jeu. La scène elle est avec This Is La Peste. Je sais plus hop. Je dis, putain, c'est pas mal le cinéma. Hein. Tu fais un jour, on te donne une barre. C'est bon, ça. C'est bien payé. Quand tu compares à la musique. C'est bon, frère. Ah ouais, tu dis 2-3 mots, tu prends une barre. Une barre à l'époque, c'était le million, quoi, pour nous. 10 000 balles, tu vois. Ah ouais. Un jour de tournage, 10 000 balles. Ouais. Bon, bah, ok, super, vas-y, donne. Donc, et là, je dis, putain, je vois la douille. Je dis, putain, c'est bon le cinéma. C'est ça. Je fais ça. Et je rentre chez moi, j'ai pas encore dans ma tête l'intention de devenir comédien ni quoi que ce soit. Mais sauf, il y a des gens, ils m'ont vu. Ouais. Il y a des gens, ils m'ont vu. Et donc, il y a un mec, Guy, un mec de Bobigny, qui vient me voir chez moi. À l'époque, j'étais chez ma mère. Il vient me voir et il me dit, écoute, on est en train de monter un projet sur Canal+. Ça s'appelle La Commune. On cherche un Renoir avec une prestance, truc, machin. Voilà, le casting, c'est tel jour, tout ça, machin. Je dis, ouais, ok. Et c'est quoi le texte? Ah, je peux pas te le donner, truc, parce que c'est comme ça, c'est secret. Je dis, tu peux pas me donner le texte? Non, je peux pas te le donner. Je dis, mais laisse-moi tranquille, alors. Mais comment ça? Je dis, non, mais tu me proposes de faire un truc, je peux pas lire ce que je veux faire. Mais j'en veux pas, ton truc, en fait. Ouais. J'en veux pas, je comprends pas ton truc, là. Non, mais je peux pas, m'en parle pas, alors. C'est tout. T'as vu, c'est aussi simple que ça. Il me dit, écoute, tu veux venir demain, je te donne le scénar, tu dis à personne que tu l'as vu, tout, machin. Tu lis, tu me dis si ça t'intéresse. Ok. Je lis le truc, je dis putain, lourd le bordel. Pour le coup. Oh, je dis lourd, et moi tu me proposes quoi? Bah ouais, toi c'est lui, truc, on veut te proposer sur ça. Je dis oh lourd, c'est quand le casting? Il me dit ouais, c'est tel jour. Je dis ok. Il me rappelle, il me dit Doudou, c'est quoi, j'ai parlé de toi, viens habillé tout en noir, tu viens en costume noir, truc, machin, tu viens en noir. Mais et tu rigoles pas. Quand t'arrives, tu rigoles pas, tu parles pas avec eux, tu fais pas le mec gentil, tout. Tu rigoles pas. D'accord? Et tu parles avec ta plus grosse voix. Bon, bah, ok, j'arrive. Bon, en même temps, il est tôt le matin, donc pas difficile d'être énervé, quoi. Tu vois, je veux dire. Et c'est ta plus grosse voix le matin. Voilà. C'est la plus grosse voix. Je suis que dans le grave et c'est tôt le matin, donc je suis énervé déjà d'être là. Tu vois, je veux dire, j'arrive, il est 9h. Je suis un rappeur, j'ai pas l'habitude de me lever tôt, tu vois. C'est ça. Hop, j'y vais, je marche, je suis là, un grand, un père noir, descend, le col noir, truc, machin. J'arrive, j'ai les locks montés comme ça, tac. J'arrive, je dis bonjour madame, moi je viens pour le casting. La meuf, elle me regarde, elle flippe. Je vois dans ses yeux, elle flippe. Mais moi, je continue, je la regarde mal. Tu sais, aucune animosité, aucune empathie, quoi, tu vois. Que de l'animosité. T'es dans ton rôle. Je suis dans le rôle. Elle part, elle va, après, c'est après que je sais ça, elle va voir la directrice de casting et dit, il y a un mec, en bas, c'est lui. C'est votre rôle. Il fait flipper le Renoir. Il fait flipper le Renoir. Il est venu, il a une grosse voix, putain, il a une tête de Renoir foncée, il fait peur. Ah ouais, la meuf, elle descend,
Je suis assis, elle me dit, ouais, bonjour, c'est vous. Et la meuf, elle s'appelle Okinawa, c'est une directrice de casting super cotée, quoi, tu vois. Et elle descend, elle me regarde, elle me dit, bonjour. Je dis, ouais, bonjour. Elle me dit, vous êtes venu pour le rôle? Je dis, ouais, je suis venu pour le rôle. Mais je suis un peu pressé, là, j'ai pas trop le temps, tout ça. Elle me regarde, ne bougez pas, je reviens. Elle se barre, elle va direct chercher le réal. Ouais. Elle dit, il y a un mec en bas, là. Waouh, il fait rap, il est violent, il a une voix. Oh là là, il fait peur, le gars. En plus, il a un regard noir. Le réal, il descend. Il me regarde. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Et tu sais, je me dis, ils sont chelous. À chaque fois, tout le monde vient, tout le monde Et défile. à chaque fois, il y a un Bonjour, nouveau bonjour. mec, une nouvelle personne qui vient, qui me dit bonjour. Je dis, c'est quoi leur délire? Ouais, bonjour. Et puis, ça m'énerve, en fait. Ouais. Donc, je suis énervé. Pour de vrai. Pour de vrai, tu vois. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il veut, là, encore? Ouais, je suis le réal. Oh, d'accord, ok. Donc, qui fait venir le réal? Ouais, vous avez déjà joué au cinéma, tout? Je dis, ouais, j'ai déjà fait un film. Ouais, je suis rappeur, tout ça. Ok, je fais des pubs, tout ça. Ok. Il me dit, bon, bah, tenez le texte. Vous pouvez me lire ça d'un ton énervé? Je dis, bah, ouais, je peux faire ça, ouais. Alors, je dis, il y a 2 secondes, je le lis d'abord une fois dans ma tête pour que ce soit fluide, tu vois. Il me dit, c'est bon. Je dis, ouais, c'est bon. Il me dit, bon, bah, on commence. Je dis, ok. Je commence à lui faire le truc. Pap, je le regarde dans les yeux. Le mec, il me regarde, il me dit, putain, vous m'avez fait peur. Oh, vous m'avez fait peur. Je dis, bah, vous m'avez demandé de vous faire peur. Vous m'avez demandé d'être... Je dis, mais là, il regarde la meuf, il dit, putain, mais vous avez appris à faire du cinéma, vous avez carrément le ton, tout, machin. Je dis, ouais, mais des voix, moi, je fais rappeur, je fais de la pub, on m'a appris à parler, tout ça, à mettre du ton dans la voix, à mettre les trucs, machin. Il me dit, putain, waouh! Vous seriez prêt à vous raser la tête? Et j'avais les locks jusque-là, quoi. Je le regarde, je dis, mais pourquoi? Parce que le rôle nécessite qu'on se rase la tête. Je dis, ouais, mais non, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous me demandez, là. Moi, j'ai 15 ans de métier avec le rap, mais ça fait partie de mon personnage, quoi. Ouais, mais nous, on veut quelqu'un de rasé, tout ça, machin. Je dis, ouais, mais moi, je veux pas me raser la tête, quoi, tu vois. C'est pas comme ça, quoi. Moi, déjà, vous me dites ça, est-ce que j'ai le rôle, déjà? Bah oui. Je dis, moi, si j'ai le rôle et que j'ai une compensation financière pour raser ma tête. Parce qu'en vrai, je raserais pas ma tête comme ça, en fait. Ça se paye, ça. Et puis, en plus, c'est payé combien? Ouais, non, c'est super bien payé. Il me dit le prix, je dis, ça, c'est bien payé. Ah, tu fais ta négociation pendant le casting, t'es bon. Genre, elle me dit, ouais, genre, c'est 800 balles la journée. 800, c'est en francs? Non, on est déjà en euros, là. La commune, on est en euros. On est en euros, ouais. Genre, c'est 850 € la journée. Je dis, ça, c'est bien payé, ça. Je dis, c'est pas bien payé, ça. Qui vous a dit que c'est bien payé? Moi, c'est pas ce que je prends, moi, généralement. Elle me dit, mais comment ça? Je dis, moi, j'ai déjà fait un film, on va payer 1500 la journée. Donc, pourquoi vous, en tant que rôle principal, vous allez me payer 800 balles? C'est bizarre. Et vous me dites, c'est super bien payé. Et en plus, je dois me raser la tête. Donc là, ils ont révisé, ils ont parlé, ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit 2000 la journée, tu te rases la tête. J'ai dit, allez, vas-y, roule, vas-y. J'avais, je sais plus, 45 jours de tournage, ou une soixantaine de jours de tournage, un truc comme ça, tu vois. Et quand même, t'as réussi à prendre de l'argent parce que t'allais juste te raser la tête. Je te jure. Ça, c'est magnifique. C'est Juliette aussi qui a négocié ça pour moi. Juliette Fievé, qui était mon manager à l'époque. Et je lui ai dit, vas-y, négocie ça pour moi. C'est toujours plus facile quand c'est pas toi qui parles vraiment, tu vois. Bah oui. Donc voilà. Magnifique. Et la commune, c'était plutôt une réussite, hein. Franchement, moi, quand j'ai vu la série, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ben, moi aussi, j'ai été agréablement surpris, mais j'ai été super bien dirigé. Ok. J'aimerais porter un vrai coup de chapeau au réalisateur, qui m'a vraiment bien accompagné, quoi. Ok. Vraiment, c'est lui qui m'a donné les premières cartes de comédien, Philippe Tribois. Ok. Pour vraiment comprendre la mécanique du comédien, quoi. Comment ça se passe. Ouais. Et du coup, t'as quand même une carrière dans le cinéma, t'as fait plein de trucs. Tu peux te dire un peu tes plus gros projets. Je sais que t'as tourné dans un film avec José Garcia. Le Mac, ouais. J'ai fait une 40aine de films, en fait, entre films et séries, quoi, tu vois. Énorme. J'ai fait Braco. Super série. J'ai fait une série Netflix qui s'appelle La Révolution. J'ai fait une série France 2 qui s'appelait... enfin bref, je me rappelle même plus. J'ai fait plein de trucs. Si tu tapes Doudou Masta, tu verras. J'ai fait... En tout cas, 40 films et séries. La Horde aussi, c'est un de mes premiers films. J'ai fait Épouse-moi mon pote avec l'équipe Philippe Lachaud. J'ai fait Les Kaira, le premier.
Plein. Les beaux mecs, c'était ça sur France 2. Et dernièrement, j'ai fait une série sur Canal+, qui s'appelle VTC. Ok. Et là, je suis sur un film qui va sortir qui s'appelle Ténor. Voilà, j'ai plein d'autres trucs qui vont arriver, mais ouais, j'ai fait plus d'une 40aine de films entre films et séries. En parallèle, t'as prêté ta voix à de la publicité. Complètement, pendant pas mal d'années. On a beaucoup entendu ta voix. Très longtemps sur Skyrock, sur des disques Universal, sur toutes les radios, Fun Radio. J'ai été la voix de Fun Radio pendant 4 ans, 3-4 ans. Ok. Moi, j'ai bien roulé ma bosse, moi, en fait, ça veut dire, après la musique, t'as vraiment eu une vie dans tout ce qui est audiovisuel. Complètement. Ouais. Voilà, et qui continue. Qui continue, ouais, et qui j'espère continuera encore, parce que j'essaye d'avancer mes cartes différemment, quoi, en fait. Justement, on approche tout doucement vers la fin de cet entretien, et j'aimerais que tu nous parles d'un projet sur lequel t'es, et qui a l'air de te tenir à cœur. C'est un projet audiovisuel sur Rude Lion. Ouais, complètement, ouais. Voilà. Tu peux nous parler un peu, déjà, de ce que c'est et d'où t'en es. Alors, le projet Rude Lion, en fait, il sort d'un mec qui s'appelle Raphaël Malquin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Rugissant. Voilà. Alors, il a écrit un bouquin avec mon aide, entre guillemets, parce que pour aller dans ce genre de milieu, il est très difficile de s'infiltrer parmi tous ces gens-là, en fait. Donc, moi, je lui ai ouvert un petit peu les portes pour qu'il puisse interviewer différentes personnes et donner de la réelle crédibilité à son histoire, à l'histoire de Rude Lion. Et j'avais négocié avec lui, en fait, le fait que si je l'aide à écrire ce bouquin, il me laisserait pousser pour en faire un film, en fait. Ok. Et donc le bouquin fini, j'ai poussé, on a trouvé des gens pour écrire un scénar et en faire un film ou une série, quoi. Ok. Donc là on y travaille sérieusement, on essaye d'emmener ce projet le plus loin possible et surtout d'emmener là où on veut l'emmener, quoi. Ok. Donc on rappelle que t'étais un proche de Rude Lion. Complètement. Voilà, c'est un ami et aussi un collègue de musique, les deux en même temps. Exact. Je suis son petit, on va faire. On va dire plutôt, c'était mon mentor. Okay. C'était mon ami, oui, mais j'étais plus son petit, en vrai, dans l'absolu. Ok, très bien. Ici, on ne laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. Donc j'ai un cadeau pour toi que tu dois ouvrir et tu dois expliquer au micro ce que c'est. Ah ouais. Donc, il est bon, lui. Je te le passe. On va même entendre quand je l'ouvre et tout. On veut les détails. Alors, qu'est-ce qu'il va m'offrir, le gars? Oula. Oh, putain. Oh, tu tues, toi. Oh, putain. Oh, putain, tu défonces, toi. Si tu peux expliquer ce que c'est. Alors, c'est le grand livre de la boxe. Voilà. Waouh, putain. C'est de Jean-Philippe Lustig. Voilà, t'es un grand fan de boxe anglaise. Complètement. Voilà. Depuis très jeune, en fait. Donc c'est pour ça, ce livre est super bien. Il y a les meilleurs, les moments les plus importants de la boxe anglaise, mais du début jusqu'à aujourd'hui. Oh là là, il y a des noms là, Hagler, Voilà. Ali, Mendoza, Sullivan, Johnson, Frazier, Carpentier, Dempsey, Louis, Cerdan. Mais non, mais fou, là 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 là. Mais moi, je suis un fan des premières heures de la boxe. Moi, en fait, j'ai découvert la boxe avec mon père qui aimait beaucoup Mohamed Ali et tout ce qu'il emportait. Comme mon père. Tout ce qui était aux alentours, quoi. Ouais. Il m'a fait découvrir aussi Malcolm, Martin et ainsi de suite. Mais moi, le vrai mec qui m'a... Justement, j'allais te poser la question. Qui m'a fait kiffer la boxe, même si Ali a été le premier, le gars qui me ressemblait le plus et auquel j'ai voulu ressembler tout de suite, c'est Marvin Hagler. Oh, putain, Marvelous. Ce gars, quand je le regardais que j'étais môme, je voulais avoir sa gueule, quoi. Tu vois, je voulais avoir les pommettes pétées. C'était un des boxeurs préférés de mon père. Mais... Tu vois, il aimait Ali, après c'était Hagler. Mais c'est exactement ça. Je me dis, ce type-là, Hagler contre Ernst, putain, non, ce combat est mythique. Ce combat est mythique. Mais c'est un truc de ouf. Si vous l'avez pas vu, premier au deuxième allez sur YouTube et regardez. Ce combat, c'est de la castagne déjà. C'est de la bouche. On dirait deux mecs qui se détestent. Mais ils se détestent. Voilà. Ouais. Ils sont venus se faire très mal. Oh putain, le premier ring, ils se mettent coup sur coup, ça s'arrête jamais, quoi. C'est un truc, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Et le truc qui est dingue dans ce combat, c'est que Hagler est blessé à l'arcade, il saigne. Et l'arbitre et les soigneurs viennent lui dire, bon, là, tu fais ce round-là. Si tu saignes encore à la fin de ce round-là, on arrête, t'es déclaré perdant. Et là, donc, du coup, le coach d'Hagler lui dit, hey, si tu ne mets pas KO à ce round-là, c'est mort. On a perdu. Ouais.
Et il le met KO. C'est incroyable. un truc de ouf, ce incroyable. combat. En plus, Ernst, là, il est mauvais. C'est un C'est matraqueur un de Détroit. matraqueur de ouf, frère. C'est un bon Même boxeur. Et hein. son regard. Oh, frère, avec sa coupe sur Charlie, là, Ouais. bizarre, frère. C'est Ah, un là, truc. c'est grand Et combat. Agler contre Duran aussi, la Ouais, trilogie, ça, frère. c'était Il chaud. tape C'était 3 trop chaud. fois, frère. Ah. Duran, c'est un dur au mal, Ah. le Panaméen, là. Oh. Enfin, bref, moi, c'est vraiment ce mec-là. Et Ray Sugar, Lequel, alors, pas attends, le premier, le deuxième. Ouais, le deuxième, Léonard. Léonard, voilà. Et lui aussi, Si, lui, technicien. technicien qui m'a Beau fait sur le voilà, ring, il fait beau, d'autres trucs, et ouais. il s'amuse, tu vois. Et c'est vraiment eux qui m'ont Ok. j'allais à la boxe, j'allais à Choisy en fait, moi j'étais à la boxe en cachette. Mes parents voulaient pas que je boxe. Ok. Tu vois, ils m'ont mis au foot par dépit en fait. Genre mes frères, tout le monde allait il va faire du oublier la foot. boxe, en Voilà, fait, avec le foot. il va aller faire du foot, il va oublier la boxe quoi. Au foot, j'étais bon Mhm. et à un moment donné, le PSG ils sont venus pour aller me chercher pour me faire passer là-bas. Mon père il a dit non mais parce que j'étais bon à l'école aussi. Ok. Donc il a dit non, c'est le seul qui est bon à l'école, il va rester ici lui. Il y a pas moyen. Ok. Et donc moi ça m'avait tellement mis le seum que je suis parti après à la boxe. Je suis parti à la boxe en cachette. Donc, t'aurais pu être au PSG. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Et même quand j'ai fait de la boxe, pareil, je commence à boxer, ça fait 4-5 ans que je boxe, parce que je tourne dans les clubs. Je fais dans un premier club à Vitry, Marcel Cachan avec Mimile. Je fais de la boxe américaine, du K1. Mhm. Et le mec, je boxe avec un mec qui s'appelle Krima Mitesh, Martial, tout ça, plein de gens. Mhm. Je commence à bien boxer. Et le mec, il me dit, on va te prendre ton passeport parce que tu commences à être bon, quoi. Mhm. Et moi, je peux pas prendre le passeport parce qu'il faut prévenir les parents. Tu vois, tac, Ah bah tac, tac. Donc, je change de club. Quand je change de club, j'arrive à Choisy, je fais un peu d'anglaise. Mhm. Et le mec, il me dit, putain, tu sais boxer? Je dis non. Donc, 2 ans, à rien foutre, à boxer avec les mecs, tout ça. Mhm. Au bout des 2 ans, il me dit, putain, t'es bon, toi. On va te prendre un passeport. Non, je veux pas de passeport, moi. Je laisse tourner le temps. La 3e année, je boxe encore. 4e année, je boxe. Il me dit, non, t'es trop bon. Les mecs de l'INSEP, ils viennent, ils voient les gens, il faut le faire venir à l'INSEP. Et là, j'arrête. Je change de club encore, je repars et j'arrête parce que je dis, c'est mort, quoi. Mes parents, ils vont être au courant. Et puis, le rap commence à marcher. Ouais. Donc je T'as dû faire un choix. C'est ça. Super. En tout cas, très beau parcours et on te souhaite que ça continue. Putain. T'es toujours dans le truc. Ouais. Donc voilà. Merci. Super émission. Merci à toi. Et puis, force pour la suite. Ben, on va tout faire pour continuer cette route ensoleillée. Voilà. Parce que c'est quand même une chance de faire ce métier. C'est clair. Tu vois, même si c'est un chemin C'est dur. plein de, On va pas se plein mentir, c'est d'embûches dur. et tout. Mais au final, c'est beau. Mais au final, c'est beau et c'est moi je fais ce que j'aime quoi dans la Voilà. vie quoi, tu vois, je veux Et c'est dire. un luxe. Et c'est un luxe. Mhm. Avec toutes les difficultés que ça qui va Bien avec sûr. ce luxe, qui vont avec ce luxe. Mhm. Mais je suis quand même super content et les gens me le rendent bien en fait. Ouais. Je rencontre souvent des gens qui me reconnaissent, qui me redonnent de la valeur par rapport à ça et ça c'est merci à vous quoi. Merci à vous. C'est cool. Allez, à une prochaine. Ciao, Salut. ciao. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.